déclencher l'enregistrement, je ferai du filtrage à la fin. Ça, je m'embête plus. Bon, ben bonsoir tout le monde, hein, une fois. Alors, je suis trop content, on va démarrer une nouvelle session avec tout le monde. On va reprendre tout à zéro et on va... et plutôt, vous allez apprendre à vous servir de Blender. Alors, il y en a qui connaissent déjà un peu Blender, il y en a qui ne connaissent pas du tout. Moi, je vais me caler sur ceux qui ne connaissent pas du tout dans le groupe. Comme ça, ils me serviront de point de repère pour avoir personne à la traîne. Pour essayer. Alors, surtout quand vous captez pas, vous n'hésitez pas à m'arrêter. Hein, vous m'arrêtez, vous faites des poussées des cris, vous écrivez dans le hangout pour me dire hop, hop, j'ai pas compris. Vous laissez pas larguer parce que c'est pendant les premiers cours que vous allez en apprendre le plus. Et c'est là où vous allez vous faire le plus impressionner, parce qu'en fait compte, si j'y suis arrivé, vous y arriverez aussi. Hein, c'est pas compliqué, de toute façon. C'est juste une question de travail. Hein. Il faut, si ça rentre pas du premier coup, bah, vous réessayez une deuxième fois. De toute façon, j'enregistre, donc je vais mettre ça en ligne. Donc Blender, alors normalement vous êtes censé avoir tous déjà téléchargé et installé Blender. Je vais l'ouvrir de mon côté. Et moi j'ai la dernière version, la release 2.76. En release 2, c'est la... Ah si, c'est bon. Ouais, excusez-moi. C'est bon. Désolé. Il est très fort ton micro d'ailleurs. Ah d'accord, attends. Tu devrais le baisser aussi tant qu'à faire. Ok. Assez, ah voilà, c'est bon comme ça. Assez qui rentre en bougeant les meubles de la classe. Oui, désolé. Ah, c'est bon, ça marche. Nickel. Ok. Donc là c'est bon. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut faire son test de micro avant qu'on lance le... Prenez vos points de repère, comme ça le prochain coup on sera bon. S'il y a... Bon, sinon vous écrivez, hein. On va pas se casser la tête. Alors j'enregistre, évidemment. Alors coupez vos sons de micro tant que si vous n'avez pas de questions, ça évitera d'enregistrer plein de radio derrière, de musique et de télévision. Et alors qu'est-ce que j'entends derrière là? J'entends quelqu'un qui parle. Alors je sais pas qui c'est. Non, j'entends plus personne, c'est bien. Donc voilà, bon, on démarre. Normalement, vous ouvrez votre Blender, comme ça vous allez voir la même chose que moi. Et normalement, vous allez retrouver ce qu'on appelle ici, quand on ouvre Blender, c'est c'est toujours difficile à prononcer, c'est le splash screen. Hein, bon, c'est un écran d'accueil dans lequel il y a ici des liens. Hein, c'est par défaut, hein, vous aurez le temps de regarder vous-même. Il y a des liens pour faire des donations parce que Blender, c'est un programme open source qui est gratuit. Mais bon, évidemment, comme il y a des gens qui travaillent dessus, c'est toujours bien de faire des dons pour les aider à se développer. Bon, il faut aller sur leur site. Hein. Quand vous cliquez là-dessus, vous allez arriver au bon endroit. La release avec les informations sur les derniers changements. Le manuel en anglais. Le site de Blender. Et pour ceux qui font de la programmation en Python, mais qui ne sont pas là actuellement, à mon avis. Les API références, les API pour la programmation. Parce que Blender est développé en Python, si je ne me trompe pas. Une menace a été détectée. Alors Barry, tu peux couper ton micro s'il te plaît. Le Python, oui, je dis donc Blender est développé en Python et on peut développer des modules soi-même pour les adapter, pour faire des choses qui nous intéressent à nous. On verra ça plus tard. Après ici on a les derniers fichiers qu'on a ouverts. Hein, et en bas, alors moi j'en ai quelques-uns d'ouverts, vous ne devez rien avoir si vous n'avez jamais ouvert Blender. Et en bas on peut faire un recover la session, c'est-à-dire qu'on redémarre sur la dernière session de Blender sur laquelle on a démarré. Ici vous avez un petit truc où il y a écrit Blender. Alors je vous l'explique, hein, mais bon je vais aller vite, je ne vais pas expliquer 36 fois ça. C'est les réglages des touches, des raccourcis, etc. que l'on peut régler. Par exemple pour ceux qui viennent de 3ds Max, ils peuvent le régler sur 3ds. Ça va reprendre les paramètres des touches 3ds, comme ça vous ne perdrez pas trop le nord. Pareil pour Maya, etc. Donc moi je vous conseille de rester sur Blender si vous comptez rester que sur Blender. Évidemment si vous venez de 3ds, que vous voulez juste utiliser un petit peu Blender comme ça, vous retrouverez les paramètres de votre 3ds ici ou de votre Maya ici. Donc c'est juste par rapport au réglage des touches, je pense. Ici vous avez les versions plus précises et la date de sortie de votre Blender que vous venez de faire. Et sinon ici en gros vous avez la release écrit en gros Blender avec une petite image. Voilà pour le splash screen. On fait disparaître en cliquant à côté. On peut le faire apparaître si on veut aller dans Add ici et on clique ici. Voilà.
vous pouvez le retrouver. D'accord? Si vous avez envie de revoir. Donc tout ça, vous aurez ça sur le directement dans la vidéo, vous pouvez le voir. Après, bon, on arrive sur ça. Quand vous ouvrez Blender, hein, vous arrivez sur cette fenêtre. Alors la fenêtre de Blender, c'est pas compliqué. Elle se compose d'une grande zone ici, on appelle ça le viewport, enfin grosso modo ça va être la scène de travail. Ça va être la scène dans laquelle vous allez travailler, dans laquelle il y a déjà un cube par défaut. Il y a une caméra ici, là, une caméra qui est par défaut. Ici vous avez un objet, là c'est un cube, vous avez une petite lampe qui est ici, d'éclairage qui est là. Ça c'est la scène. Au fond vous voyez une espèce de grille, ben, c'est la grille, le plan de travail avec la grille, qui vous sert de repère dans l'absolu de l'espace de Blender, sinon on serait un petit peu, on n'aurait pas de repère à fin de compte. Et si vous remarquez ces grilles, il y a une ligne verte et une ligne rouge qui la coupe en deux. C'est les repères d'axe de notre zone de travail. Alors si je regarde, quand je clique sur que je fais un clic droit sur mon objet, ici, on voit aussi un petit curseur 3D qui est au centre. Si je fais un clic gauche, là, voilà, il y a un petit curseur 3D ici. Quand je clique, hop, il se bouge, il se passe à un autre endroit. D'accord? Ça, ce qu'on appelle le petit rond avec la croix, là, c'est le curseur 3D. C'est un viseur. Et vous avez aussi ici le repère qui se cale, quand on sélectionne un objet, il se cale dessus. Vous voyez, le repère avec les axes dans lesquels on peut travailler. Alors le vert, c'est l'axe Y, je vous le dis tout de suite, vous le retiendrez au fur et à mesure, mais je vous le dis pour ceux qui... Alors sur SL, on a à peu près la même chose, hein, normalement. Le vert, c'est l'axe des Y, le X, c'est l'axe rouge, et le Z, c'est en haut, c'est l'axe bleu. Alors dans SL, on a la même chose quand on travaille dans SL. Est-ce que vous avez une petite question juste là, pour l'instant? Pour moi, c'est bon, pas de souci. Ouais, pas de questions. Jusque là, tout va bien. Bon. Bah, ceux qui ont des questions, vous les posez, et puis je regarde dans le chat si vous voulez, ou si vous parlez, vous me bloquez. Alors ça, c'est l'interface. Vous avez aussi deux choses en plus. Alors, je vais décrire l'interface assez rapidement. Deux choses en plus, c'est ici en haut, vous voyez, il y a écrit User Persp. Ça veut dire qu'on est dans une vue utilisateur, parce que je peux bouger l'angle comme je veux, et en mode perspective. D'accord? On verra ça tout à l'heure, comment on peut changer. Vous avez en bas ici le nom de l'objet qui est sélectionné. Et ici, il y a un objet sélectionné, et il s'appelle cube. C'est cet objet-là. Si je fais un clic droit, donc pour sélectionner dans la vue, je fais un clic droit sur un objet, là il me dit il y a une caméra. D'accord? Si je fais un shift et je fais un clic droit sur le cube, c'est le dernier objet qui est sélectionné qui est affiché. D'accord? Et le 1, si je ne me trompe pas, je vous dirai ça tout à l'heure. Et là, si je fais un clic droit sur la lampe, ben, il y a une lampe. Si je la duplique, alors je vais prendre l'objet, et je vais faire plutôt un Shift D. Voilà. Tac. Un cube. Voilà, bon. Donc l'objet change de nom. Le 1, je ne sais pas à quoi ça sert. Je me suis jamais posé la question, mais enfin bon. Je sais pas à quoi ça sert. C'est peut-être la vue 1, je sais pas. Bon, on verra. On trouvera ça. Rappelez-moi de vous expliquer ça plus tard. Donc là, on a vu la scène, on a vu ce qu'il y avait dedans. Et ici, vous avez le rappel du repère orthonormé de la scène. Là, on est en vue. Et vous voyez, quand je bouge ma vue comme ça, on voit le repère qui se représente, qui vous montre. C'est-à-dire que même si vous aviez pas que vous voyez pas la grille avec le plan au centre, vous pouvez voir comment vous êtes positionné. D'accord? Donc ça, c'est la partie vue. Et sur le côté, on a des espaces de travail ici. Par défaut, on a le menu ici à la verticale qui est ouvert. Est-ce que vous le voyez? Normalement, vous devez le voir. Ici, le menu est ouvert avec un autre petit menu d'onglets là, avec plein de petits onglets sur le côté qui sont ouverts aussi, enfin qui sont disponibles quand on clique dessus, avec un clic gauche. Hein. Je précise quand c'est un clic droit. Hein. Donc quand je précise pas, c'est que c'est un clic gauche. Ici sur le côté, vous avez des petits onglets. Alors l'onglet Tool dans lequel vous avez
des outils de transformation, de rotation, de déplacement, etc., de duplication. Après, vous avez des outils de création, on peut créer des cubes, etc. Tout ça, ce sont des outils, enfin des onglets qui sont sous la main, que vous avez sous la main ici, et que l'on peut retrouver dans les menus en bas, quoi. Enfin bon, là, grosso modo, c'est des raccourcis, parce qu'ils servent souvent ces outils-là, donc on les retrouve ici pour qu'ils soient sous la main. Donc souvenez-vous quand même que c'est un point assez important. Je vais enlever le câble que j'ai devant l'écran. Voilà. C'est assez important, c'est en gros, ce que vous avez sous les yeux, ce sont des choses dont vous allez vous servir souvent. Enfin, de plus en plus souvent. Ce sont les choses les plus utilisées. Alors en fait, compte, si vous regardez, vous n'avez pas tant de choses que ça quand même. Vous avez, bon, même là, si c'est un peu compliqué, mais même là, vous n'allez pas vous en servir tout le temps de... Enfin bon, on a le principal, on l'a toujours sous les yeux. Parfois, il faut aller chercher dans des menus un peu plus compliqués, des fonctionnalités un peu plus compliquées, ou connaître les raccourcis. Donc là, vous avez des barres d'outils, donc avec des outils. Là, sur le côté, ici, vous avez une représentation de la scène, mais en mode, on va dire, menu. Alors ça s'appelle comment, ça? Il s'appelle... Oups, j'ai cliqué dessus. Il s'appelle le Outliner. Je ne me rappelle jamais de ce nom en anglais. Grosso modo, c'est l'inventaire, quoi. Hein. C'est le Outliner qui représente tous les éléments de la scène en mode nom. Vous voyez, vous avez la scène qui commence par scène. Dans cette scène, vous voyez des niveaux de, enfin des caches de rendu, le monde, la caméra. Si je la sélectionne en cliquant dessus, tac, elle se sélectionne là. Vous voyez, le cube qui est dedans aussi. Je clique dessus, hop, il se sélectionne. Alors on voit qu'il est sélectionné parce qu'il est entouré d'orange. Et la caméra, on voyait bien qu'elle était sélectionnée parce que comme elle est transparente, elle devient tout orange. Et la lampe, si je clique dessus, tac, c'est la lampe qui se sélectionne. Alors vous voyez, si je la déplace, la lampe, vous avez vu comment j'ai fait pour la déplacer, j'ai attrapé le bout de la flèche et j'ai tiré. C'est juste, on expliquera ça plus tard. Et si je descends, voilà, il n'y a rien d'autre. Et chaque élément, comme le cube par exemple, si on clique sur le petit plus à côté, eh ben, il y a d'autres propriétés dedans qu'on expliquera plus tard. Hein, donc voilà, ça c'est l'outliner, ça se présente comme un inventaire de la scène. Ce qui est pratique parce que si on veut supprimer un objet, on peut aller chercher directement là. Quand vous avez des milliers d'objets, si vous avez bien nommé vos objets, vous pouvez aller les chercher là et vous les retrouver facilement au lieu de chercher dans le fouillis de la scène. Ou s'il est planqué, si le cube était englobé par un autre cube, on irait le chercher facilement dans le outliner. Après en dessous aussi, vous avez un menu de propriété. Enfin, c'est pas un menu, ça c'est un panneau, on va dire. Un panneau des propriétés. On le voit ici, le petit onglet qui désigne les propriétés, avec plein de propriétés. Et toutes ces propriétés-là vont changer en fonction de l'élément qui est sélectionné. Donc là, c'est la lampe qui est sélectionnée. J'ai des propriétés qui sont bien spécifiques à la lampe. Genre ici, bon, je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Là, on a des paramètres de lampe avec le sun, le spot, le soleil, une lampe en point, etc. Si j'ai le cube, si je clique là, c'est le cube qui est sélectionné. On voit que j'ai des propriétés différentes qui viennent, enfin, qui sont réservées pas qu'au cube, mais qui sont réservés aux objets, hein, aux objets type mesh. D'accord. Donc là, des propriétés de matériaux, des propriétés de modificateurs, etc., des data, etc. Bon, il y a plein de trucs qu'on va voir. Donc vous affolez pas tout ça, pour l'instant on va pas trop s'en occuper, et on verra la suite. Après, si on regarde en bas, ici la troisième partie du bas, ici vous avez une ligne de temps. À la limite, on va pas s'en servir, donc je vais pas vous en parler tout de suite. Mais c'est une ligne de temps dans les animations, donc elle est présente au début. On apprendra tout à l'heure comment effacer cette partie-là pour gagner un peu de place sur l'écran et comment redimensionner les fenêtres. D'accord. Et donc dans ce qui nous intéresse, en fait, c'est la partie, cette ligne ici, là, où on a les menus avec, en commençant ici, on va remarquer que ce petit onglet, là, enfin, vous voyez le petit carré que j'ai ici, on l'a en fait compte sur chaque petite fenêtre, c'est des fenêtres ça on va dire. Chaque module, on l'a ici aussi. Si je clique dessus, vous voyez, j'ai tous les menus qui sortent. Là, si je clique dessus en bas aussi, j'ai la même chose. Et je l'ai aussi, si je regarde ici aussi, vous voyez, ça aussi c'est une autre fenêtre. Je clique dessus, il y a tous les menus qui sortent. Donc ici, si je clique dessus, je suis sur 3D View. Vous voyez, ça correspond, le petit logo, il correspond à celui qui est en place. Et c'est le 3D Viewer, c'est ça qu'on a. Si j'avais cliqué sur IV Image Editor, ben ma fenêtre, ici, le contenu de ma fenêtre se remplace
par la fonction qu'on a sélectionnée ici, c'est pour travailler sur les images. Par un vidéo séquenceur, parce que Blender il fait plein de choses, hein, les nodes, la programmation on peut faire aussi, le outliner par exemple je peux le mettre en grand, vous voyez, le outliner il est un tout petit ici, et là je peux le mettre en grand pour qu'il remplace toute la fenêtre. Donc moi je vais travailler ici sur le 3D View, voilà, comme ça vous voyez, donc en fait compte, Blender est décomposé, je vais résumer tout ce que je viens de dire là, c'est que Blender se compose de fenêtres. On va dire ça c'est une fenêtre, j'en ai une petite là, la fenêtre elle est distinguée par sa fonctionnalité, par sa fonction qui est définie ici. Vous choisissez le rôle de la fenêtre ici, d'accord. Donc on peut créer des fenêtres et on va pouvoir les redimensionner. Et là je regarde, vous voyez, celle du bas, là, la petite, là je disais qu'on ne savait pas, c'est la timeline. Et bien, son rôle il est défini là, c'est la petite horloge qui est bien la timeline ici. Donc si je voulais que cette petite partie là soit un UV Image Editor, eh ben, je vais cliquer dessus, donc du coup j'avais une fenêtre 3D View et en bas j'avais l'UV Image Editor, hein, au lieu d'avoir la timeline. Donc, et chaque fenêtre a son propre menu. Voilà, et après je vais faire une petite pause parce que je sens que je vais vous embrouiller. Chaque fenêtre ici, alors les fenêtres sont collées, hein, a son propre menu. Alors pour la fenêtre 3D View, vous avez le menu vue avec toutes les vues qu'on va pouvoir régler, on va regarder ça tout à l'heure. Le menu de sélection pour sélectionner les objets, les bordures, etc. Le menu d'addition, c'est pour ajouter un mesh, pour ajouter un cube, un texte, des surfaces, enfin pas mal de choses. Le menu objet, parce que là on est en mode objet, on le voit juste à côté, objet mode, vous voyez. Là on est sur le mode objet, et dans le menu objet, on peut faire pas mal de choses. On peut déjà commencer à déformer nos objets, à les grouper, à leur attribuer enfin, on peut faire quand même pas mal de choses avec les objets. Je ne vais pas vous embrouiller non plus là-dessus. Juste je présente rapidement. Et là, on a le mode dans lequel on est, dans lequel travaille la fenêtre. Donc en gros ici, on choisit le type de fenêtre 3D. On a les menus qui s'adaptent à cette fenêtre-là. Ici, on a le mode qui correspond dans lequel on travaille dans la fenêtre 3D. Alors, dans les fenêtres 3D, on a le mode objet dans lequel on est. Vous voyez, il est indiqué là, mode objet. Donc on voit les objets séparés, tous les objets sont séparés, on peut avoir un cube, une sphère, etc. Ils sont tous séparés, ils sont indépendants. Il y a le mode édition, donc là on sélectionne un objet, bon là apparemment j'ai un cube, tiens je vais faire un add, je vais ajouter un mesh, alors add mesh ici, et je vais monter, je vais ajouter une UV sphère, voilà. Hop, je vais la déplacer juste un petit peu comme ça, je vous expliquerai comment on déplace les objets, mais ça vous permet de voir déjà comment je fais. Vous voyez, j'attrape le bout des flèches entre nous, ce qui verrouille, quand on attrape le bout des flèches, vous voyez la ligne bleue au-dessus là qui me confirme que je suis verrouillé sur l'axe. Voilà, donc là je force sur l'axe. Donc là j'ai une sphère et là j'ai un cube. Je sélectionne le cube, donc je passe sur l'objet, et j'ai un mode, il y a plein d'autres modes, mode edit, le mode sculpt, le mode vertex, weight et texture paint. Nous on va travailler d'abord sur le mode edit. Texture paint c'est pour faire la peinture, pour coloriser. Weight paint c'est pour gérer les effets de force, pour faire des animations, du rig, etc. On verra ça plus tard, vous creusez pas la tête. Vertex paint c'est une forme de peinture aussi, mais liée directement au vertice, on s'en servira pas nous. Le sculpt mode c'est quand ça c'est plus pour le côté artistique, c'est-à-dire que on peut aussi travailler comme si on creusait directement de la pâte à modeler, quoi, avec le sculpt mode. Et le edit mode nous permet carrément, je vais passer dessus, d'afficher d'éditer l'objet. C'est-à-dire que là on voit pas grand chose, il devient tout jaune mon objet, hein, mais si je regarde, on voit que ça a changé, que le menu a changé en bas, ici. Et juste je vais vous montrer un petit truc, par exemple, si je fais un clic droit sur un des vertices, parce que là je suis en mode vertice en bas, mode edge et mode face, bon je vais un peu trop vite mais je vais revenir dessus. Juste je vous montre, si je me mets en mode face par exemple, sélection par face, on voit les points centraux sur les faces, je fais un clic droit pour sélectionner juste une face, et je peux bouger cette face, juste la décaler comme ça, droite, gauche, en suivant les axes rouge, vert, bleu, ou en prenant le blanc là, qui est en mode libre. Hein, et là pareil, je fais un clic droit sur cette face là, je mets en mode libre, je peux déformer mon objet. Si alors on a plusieurs modes de sélection, hein. La face, comme je suis, le mode edge ici en bas, ce qui va me permettre de sélectionner juste un côté,
un edge en anglais. Donc je peux déjà déformer mon cube pour qu'il devienne comme ça. Ou prendre celui-là et le déformer là. Hein. Et le mode vertice qui me permet d'attraper juste les vertices ou les points. Alors, vous voyez, moi je le dis, prenez l'habitude d'appeler les choses par leur nom. Sous Blender ou dans la plupart des logiciels, vous avez les trois modes. Le mode face qui vous permet de sélectionner les faces, le mode edge qui vous permet de sélectionner les edges et les côtés, donc, et le mode vertice qui permet de sélectionner qu'un seul point. On appelle ça un vertex ou un vertice en 3D. Voilà. Bon, mais avant de passer à ça, on va revenir. Donc c'était juste pour vous montrer un petit peu le travail de ces modes là. Et on va revenir au déplacement des objets et au positionnement des objets, au déplacement, etc. Est-ce que, donc je reviens en mode objet. Est-ce que je vous ai largué? Alors, je suis sûr que les débutants, je les ai largués. Ceux qui n'ont jamais ouvert Blender, si vous me dites que je ne vous ai pas largué, je vais me dire, bah mince alors, c'est que je me fais vieux, quoi. Parce que là, moi, je me serais largué moi-même. Pour l'instant, perso, ça va, c'est cool. Ouais, bah, ouais, ça m'étonne pas, c'est normal, tu connais un peu. Alors, qui était débutant dans le lot pour voir? Est-ce que je... Ouais. Toi. Qui donc? Moi aussi. Ouais. Bon, alors, est-ce que ça va? Est-ce que ça vous paraît clair pour l'instant? Ce que je vous ai montré, ce que je vous explique. Oui, Bon, ça va. c'est pas très compliqué. Enfin, je veux dire, à vrai dire, il n'y a pas besoin de noter non plus et de mémoriser trop. Hein. Marine, débutante. Tu suis? D'accord. Donc bon, là pour l'instant, c'est pas trop compliqué. Donc là, je reviens en mode objet parce que je vais vous parler des modes de sélection. Là, je rentre dans le vif du sujet. Hein. Là, en fait, le premier cours, là, on va parler rapidement de la façon d'appréhender le logiciel sans aller trop en profondeur dans les détails, parce que on va le faire en mode par la pratique, c'est-à-dire que tout de suite, on va attaquer quelque chose dans le build, etc. Bon, pas aujourd'hui. Le prochain coup, on sera directement dans le build et on fera... on verra bien ce qu'on fera, mais on fera quelque chose, quoi, histoire de commencer à manipuler. Alors, peut-être même qu'on va commencer à builder aujourd'hui dans le mode objet, parce que là, je suis en mode objet, donc je vais vous parler quand même d'un autre détail. C'est toujours ici, sur le côté, vous avez... Alors maintenant, on va regarder quand même comment déplacer les objets, rapidement. Là, sur le côté, quand vous allez ici, vous avez un petit plus, là, vous voyez, en haut, là. En haut à droite, il y a un petit plus. Si vous cliquez dessus, ça va déplier un nouveau menu, comme celui qu'il y avait en face, sauf qu'il y a d'autres propriétés. Ce menu-là vous donne les propriétés de l'objet ici, quand on est en mode objet. Là, on est en mode objet. Donc là, comme j'ai bougé mon objet, regardez si je le bouge, hop, il me dit que la location, enfin sa location, elle est passée de 0 en X, elle est à moins 2,17 en Y, et elle est à 0 machin, 300 et quelques en Z. Hein, donc je peux bouger comme ça. Mais je peux aussi bouger ici, changer directement, je clique dedans et je bouge ma souris. Je monte, je descends, donc ça bouge là-haut. Voyez. Je peux taper la valeur directement en cliquant dedans, ici je mets à 0. Hop, je mets 0 en Y. Hop, et entrée. Donc je peux écrire les valeurs directement là aussi, si je veux les bouger. Ici pareil, la rotation, on a les valeurs de rotation en degrés. Par exemple en X, alors le X c'est le rouge, là il va tourner autour de l'axe X. Si je le fais tourner doucement, avec la souris, et on voit ça tourne, il se cale comme je veux, ou je peux taper la valeur, 45, ici directement, en mode objet. Le X, Y, Z, pareil, je peux le faire tourner en Z. Donc ça c'est intéressant de voir comment on peut le faire tourner là. Là je vais le remettre à 0. 0 et 0. Et après le scale, c'est la dimension de l'objet. Je peux agrandir l'objet en X, en Y, comme ça, avec les valeurs, ou en Z, pareil, avec les valeurs. Alors ça, c'est la façon de le faire en tapant directement les valeurs ici. Le scale, c'est une proportion par rapport à la taille qu'il fait d'origine. C'est-à-dire que si je fais 2, il ne va pas faire 2 mètres. 2, 2 et 2. Je fais pas de raccourci, quoi que ce soit, je le fais manuellement. Et voilà, là j'ai mis 2 au niveau des dimensions. C'est-à-dire que là, si je regarde par au-dessus, comme ça, je vois il fait bien 2 cases. 2 cases par 2 cases par 2 cases. 2 cases en large, 2 cases en hauteur, 2 cases en largeur.
Là, c'est la dimension. Le scale, c'est, vous voyez, il a mis 0,8 en scale. Le scale, c'est le coefficient multiplicateur par rapport à la position d'origine. Par exemple, si je démarre, je supprime mon cube. Je vais commencer par vous montrer comment on supprime un cube, au fait. Tiens, un objet, j'ai ma sphère, je clique droit dessus pour la sélectionner. Si je veux la supprimer, j'appuie sur X ou j'appuie sur supprime de mon pavé numérique. Donc j'appuie sur supprime et je fais delete. Il me demande si je veux le supprimer, je dis oui. Clique droit sur lui, supprime, delete. Et je vais rajouter quand même les touches, le screencast, start display, texte. Voilà. Donc pour supprimer, vous avez vu, c'est facile. Il suffit de faire un clic, de sélectionner l'objet et de le supprimer avec delete ou X. Si je veux rajouter un objet, eh bien, il faut positionner mon curseur là où je veux le rajouter, le curseur 3D. Je clique avec un clic gauche. Alors là, je voudrais le positionner au milieu, mais je ne suis pas bien positionné, je ne sais pas comment faire pour y aller. Je suis un peu au-dessus, un peu à droite. Alors pour le positionner au milieu facilement, vous faites Maj C. Ça va recentrer votre vue et ça va mettre votre curseur au centre. Le Shift C, ça vous pouvez le noter ce raccourci là. Le Shift C, comme ça, comme j'ai écrit, ça recentre la vue sur tous les éléments, compris, donc les lampes, etc. Ça vous permet, si vous avez un objet qui est parti loin, de voir qu'il a recadré cet objet. Et surtout, ça vous met le curseur au centre. Ça, c'est la façon la plus rapide de le faire. Il y a une façon de le faire aussi, c'est de, si vous avez votre curseur ici, là, vous avez ici, curseur location. Vous voyez, j'ai la position de mon curseur. Donc je peux le positionner à la main comme je veux. Et je peux très bien aussi le mettre à 0 ici. 0. Si j'ai envie de m'embêter, taper 3 fois les valeurs. Hein, pareil, sans recentrer, donc je remets mon curseur à 0. Ça, c'est une façon, c'est important de savoir positionner son curseur. Pourquoi? C'est que quand je rajoute un objet, il se positionne exactement là où est mon curseur. C'est le point de référence, hein, le curseur. Donc si je fais add ici, mesh, et je rajoute un cube, il me le met là. Alors add, il y a un raccourci clavier, d'ailleurs quand je mets ma souris dessus, il s'affiche, c'est Shift A. L'intérêt du raccourci clavier, alors dans Blender, c'est une des règles, on travaille beaucoup avec les raccourcis clavier. Au début, vous les mémorisez ou pas, mais au fur et à mesure, essayez de les retenir, les raccourcis clavier, ça vous fait gagner du temps. Pourquoi? C'est que quand vous êtes là avec votre souris en train de regarder comme ça, je supprime mon... Oui, vous êtes en train de regarder, vous positionnez votre truc, vous n'êtes pas toujours obligé d'aller venir ici, faire add et tourner. Vous êtes là, vous faites Shift A, le raccourci clavier, et ça vous ouvre le menu à la position de votre souris en fin de compte. Donc vous l'avez directement sous le coude, quoi. Donc cube, voilà. Et donc ça revient au même, c'est raccourci. Le raccourci, vous le retrouvez quand vous mettez votre souris, vous l'affiche, raccourci Shift A. D'accord? Ça c'est pas mal. Donc on sait rajouter un objet. L'objet, une fois qu'il est ajouté, bon, on a vu tout à l'heure un peu comment on pouvait le déformer, mais avant de le déformer, il faudrait pouvoir se déplacer dans la vue, parce que depuis tout à l'heure, vous me voyez faire des zooms avant, vous me voyez tourner, mais je ne vous ai pas expliqué comment on faisait. Alors avant de faire ça, je vais vous faire changer un paramètre dans les préférences. Donc là, ça va, c'est que dans les préférences, on va aller dans le menu préférences, vous allez dans File, et vous allez dans User Préférences ici. Ça va être le réglage un petit peu pour travailler plus à l'aise. Vous allez dans les User Préférences. Quand vous êtes dans les User Préférences, ça ouvre une petite fenêtre. Il va y avoir quelques bricoles à changer au début. Donc je vais dans l'interface, ici. Ici, est-ce que je vais changer quelque chose? Tiens, je vais faire une chose, je vais me remettre d'origine. File, Load Factory Setting. Vous voyez, quand je fais Load Factory Setting, ça va me remettre à 0 de chez 0. Hein. Voilà, Load Factory. Voilà, je me retrouve d'usine comme quelqu'un qui vient d'installer Blender. Alors, File, je vais dans User Préférences. Et dans User Préférences, je dois retrouver la même chose que vous. Alors, je vais dans l'interface. On va regarder ici dans le Display, Tooltip, etc. Je vais laisser ça d'origine. On laisse tout pareil. Viewport manipulation, les view manipulation, je vais laisser ça aussi pour l'instant. Alors j'aime bien cocher Rotate Around Selection.
de façon à ce que ça tourne autour de l'objet qui est sélectionné. Ouais. Est-ce que vous avez réussi à... oui. Ouvrez, est-ce que vous avez réussi à ouvrir le menu préférences? Oui. Ouais, s'il y a quelqu'un qui n'est pas arrivé à ouvrir le menu préférences, vous m'arrêtez, je vous attends, parce qu'on va modifier des trucs, donc vous allez dans le menu préférences, et on va dans interface. D'accord, hein. C'est surtout ceux qui ne sont pas arrivés qui me disent hop hop hop, attends-moi. Vous allez dans interface. Interface, vous cochez rotate around selection. C'est très pratique parce que là, par exemple, je clique sur lui. Si je tourne, il tourne autour de la caméra. Si je clique sur lui, il tourne autour du cube. C'est très pratique, c'est la sélection qui fait. Sinon, on est toujours obligé de tourner autour du curseur et c'est un petit peu. Moi, je trouve que c'est plus pratique de tourner autour de la sélection. Après, c'est une question d'habitude. Si ça vous plaît pas, vous le changerez. Zoom to mouse position, je vais le laisser comme ça. Ou non, je vais le cocher aussi, j'aime bien. C'est-à-dire que là, ça vous permet de zoomer là où est votre souris. Vous voulez zoomer vers lui, c'est bon. Je mets la souris là. Là, ça zoome vers lui, parce que j'ai la souris dessus. Si je veux zoomer vers la caméra, ça zoome vers la caméra. Vous voyez, les modifications sont prises en compte immédiatement, hein, quand vous cliquez. Donc ça, c'est bien pratique aussi, le zoom around sélection. Donc je peux le cocher. Si ça vous plaît pas de travailler comme ça, vous pouvez ne pas le cocher, c'est pas un problème. C'est pas essentiel. Dans Editing. Alors, objet data, tout ça, pour l'instant, je vois pas des choses à changer. Smooth stroke, ça non plus, tout ça, je change pas. Grease pencil, je change rien. On va laisser tout ça par défaut. Texte, duplicate data, tout ça, on verra plus tard. Ça n'a pas d'importance pour l'instant. Dans Input, voilà, ça c'est le menu d'entrée, ça va nous servir. Moi, je coche toujours Emulate 3D bouton mouse. Ça, je le coche. Je le coche pourquoi? Parce que ça permet de simuler les souris qui n'ont pas 3D boutons. Donc du coup, on peut serrer les touches Alt. Il ne le dit pas là? Si, voilà. Le Alt et le clic gauche de la souris, ça va remplacer... Bon, vous allez voir quand il est coché. Alors pas coché. Si je fais pour tourner, je suis obligé d'enfoncer mon bouton central de la souris pour faire ça. Ce que je suis en train de faire. Je zoome avec la roulette de la souris. Et si je fais Shift, voilà, je fais un Shift, je reste enfoncé avec le Shift, et je fais un clic gauche, ça fait rien du tout. Si je fais Alt et clic gauche, ça fait rien. Si je fais CTRL et clic gauche, ça fait rien. Quand j'ai mon menu préférence ouvert et je coche Emulate 3D boutons, j'ai un truc que j'aime bien parce que je suis habitué. Quand je fais Shift et clic gauche, alors je vais fermer. Oups. Alt. Voilà. Quand je fais Alt et le clic gauche, ça tourne. Alt Shift, Shift Alt, Shift Alt, Shift Alt. Je bouge l'image sans faire une rotation. Je fais une translation, on va dire. On est en mode grab, quoi. On déplace tout le plan. Vous voyez, il y a même la grille qui vient avec. Ça déplace mon point de vue. Et si je fais CTRL Alt et je fais clic gauche, je zoome et je dézoome. Donc ça remplace la roulette de la souris. Mais quand on a la main posée sur la droite du clavier comme ça, et qu'on fait Alt, on clique, vous voyez, on a toujours le Alt enfoncé de droite, et avec le clic gauche on tourne. Et après si je fais Shift en plus, hop, ça me décale. Si je fais CTRL, je zoome et je dézoome. Bon, le zoom et le zoom, j'avoue que je travaille avec la souris. Mais la souris, elle avance par crans qui sont définis par ma souris. Alors que si je fais Alt et le Shift et le CTRL, c'est plus fluide. Et donc du coup, je peux zoomer, mais sans juste... je suis beaucoup plus fluide au niveau du travail. Donc c'est une question d'habitude, ça. Oh, oh, il y a un moustique qui va se servir sur la bête, là, je sens. J'ai vu passer devant moi. Bon, c'est pas grave, ça sera pour la bonne cause. Donc du coup, quand il est coché, on a le Alt qui nous sert vraiment bien avec le clic gauche. Sinon, il faut rester appuyé sur le central de votre roulette de souris et le zoom avec la roulette de la souris et le contrôle roulette de la souris qui vous permet de rouler avec les pas de la souris ou en restant en contrôle roulette. Oui. Contrôle et rouler de la souris, ça fait du zoom. Donc là, on avance dans un sens et puis contrôle shift, ça tourne dans l'autre sens, quoi. C'est un peu spécial, quoi.
Donc moi je préfère faire avoir le Alt enfoncé avec le clic gauche, le Alt Shift, etc. Là j'ai ouvert mon menu. Je sais jamais comment il faut que je ferme cette histoire. Ah si, il faut que j'ai cliqué sur le menu en bas. Ouais. Ça c'est Linux. Hein. Donc vous voyez cette fonctionnalité de cocher le émulate 3D bouton, c'est très pratique. Et d'ailleurs on est à peu près de la même façon sur SL. On a la même façon de travailler sur SL, donc c'est pratique. Le Continuous Grab, vous laissez cocher. La souris, quand vous tirez un objet qui dépasse en bas, il va ressortir en haut. Ça vous permet de ne pas lâcher votre souris et ça agrandit sans arrêt, quoi. Sinon il faut lâcher et reprendre, vous le verrez. De toute façon il est coché, c'est tellement utile que c'est coché par défaut. Le numpad, ça c'est pour remplacer le pavé numérique. Si vous n'avez pas de pavé numérique sur votre clavier, c'est pas très pratique de ne pas l'avoir, parce que sur Blender on s'en sert beaucoup. Donc si vous n'en avez pas, en cochant le Emulate Numpad, ça va mettre le pavé numérique à la place des touches 1, 2, 3, 4, 5, 6 que vous avez en haut, au-dessus de AZERTY. D'accord. Il va considérer que c'est le pavé numérique, donc il utilisera les mêmes fonctions. Ça, si vous avez une orbite au niveau du trackball. Donc là, on ne touche pas. Walk, fly, ça c'est d'autres trucs, on verra ça plus tard. Donc là, c'était le plus important, c'était ça à cocher. Après, dans les add-ons, en add-on, le seul truc que je vous ferai rajouter pour l'instant, on verra plus tard. Je vais rien vous faire rajouter pour l'instant, on verra plus tard. Si je vais vous faire rajouter un add-on quand même, histoire de vous montrer. Le look tool, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je vais vous faire rajouter un add-on quand même qui est bien sympa. C'est le look tool. Et donc, puis ça vous fera ajouter, ça vous montrera comment on ajoute un add-on. Donc dans add-on ici, vous allez aller le chercher parce que les add-ons ils sont déjà tous préchargés, sauf certains qui sont à acheter ou il y en a des gratuits qu'il faut les télécharger. On verra ça peut-être une autre fois. Donc un add-on ici, je vais dans l'outil de recherche des add-ons qui existent déjà. Donc il y a les add-ons officiels, les add-ons de la communauté ou ceux qui sont en mode test, en bêta. Donc les tests ils sont pas trop stables, pas toujours du moins. On laisse cocher donc officiel et communauté. Et vous tapez ici dans la recherche, vous tapez loop, L-O-O-P. Et donc du coup il vous sort que l'add-on qui correspond Mesh Loop Tool. Et pour l'activer, eh ben, vous cliquez dessus ici. Voilà. À partir du moment où c'est cliqué, il est activé votre add-on. Donc du coup on le retrouve, si je regarde, Tool, sauf que c'est pas dans ce menu là, c'est en mode edit qu'on le voit. Bon, enfin bon, il est activé. On va aller dans les thèmes. Alors les thèmes, vous pouvez vous amuser, mais pas trop parce que vous allez mettre un peu la panique. Ça vous permet de régler les couleurs, etc. de votre système. Il y a des thèmes qui sont déjà tout faits et qui sont sympathiques et que vous pouvez télécharger et activer dedans. Installer un thème ici. Donc il faut rechercher sur internet les thèmes pour Blender. Et il y en a qui sont connus, qui sont très utilisés, qui permettent de travailler, qui sont peut-être plus plaisants pour le travail, ça dépend des goûts. Moi je reste en mode standard pour que vous ayez le même au début. J'ai déjà fait des vidéos sur les changements de thème, enfin bon c'est pas grave. Donc là on peut tout changer, et par contre si vous changez un peu trop les paramètres, genre le outline, vous mettez une couleur rouge dessus, etc. Enfin vous changez trop les paramètres et que ça vous plaît pas. Par exemple, vous voyez ici sur le côté vous avez User Interface, donc ça c'est l'interface utilisateur. 3D View, voilà. La grille elle est foncée. Si je la veux en rouge, voilà, je la mets en rouge lumineux. Voilà, j'ai une grille rouge lumineux. Bon, si au bout d'une heure j'ai tellement changé les thèmes que j'arrive plus à m'y retrouver, je peux toujours faire un reset défaut thème. Et là il revient en mode normal. Donc ça c'est une chose. Après dans File, ici, je vais pas vous faire changer les trucs pour l'instant. On aura des choses à changer dans ces coins là. Le seul truc c'est le save version. Je vais vous demander de cocher, d'en mettre 2-3. Comme ça vous sauvegardez 2 versions. Vous sauvegardez 2 versions de votre travail chaque fois que vous enregistrez un fichier. Au début c'est intéressant. J'avais mis 32 moi. Non. Ça, le save version, ça sert à quand vous enregistrez votre fichier, Ouais. il enregistre le premier nom. La deuxième fois que vous le enregistrez, il va faire un mode back, un back de votre ancien fichier, et il écrase, enfin il refait le nouveau, mais l'ancien, il en fait un back. Et si vous en mettez 2, il va y avoir deux versions de votre fichier en plus. Donc après, alors au début c'est pas important parce qu'ils sont pas gros nos fichiers. Après quand vous travaillez avec des gros fichiers, bon des fois ça prend de la place. Donc moi j'en mets un ou deux
Ça permet de revenir en arrière des fois que les fichiers récents ici, c'est le nombre de fichiers qui seront affichés dans votre liste file récente quand vous faites open. Là il y en a 10. Les previews, timer, task space, address en location, compress, tout ça, ça je laisse pour l'instant normal. Et ça on touchera mais que plus tard. L'autorun Python script je le laisse pas cocher parce qu'il peut y avoir des petits problèmes de sécurité. Et après on va aller dans système. Et dans système il y a plusieurs trucs à changer. Je vais agrandir ma fenêtre. Je vous conseille de faire pareil. Et je vais aller déjà ici au niveau de la puissance de calcul. Je vais lui dire de calculer en mode CUDA. CUDA pourquoi? Parce que j'ai une carte graphique Nvidia. Alors il faut savoir que jusqu'à présent il y avait que les cartes graphiques Nvidia qui étaient super bien optimisées, tout ça. Je suppose c'est parce qu'ils avaient donné leur code source, etc. Ou qui, je ne sais même pas s'ils avaient donné cette histoire de, mais c'était la conception même des cartes ATI qui était un peu pénible, je crois. Enfin, ça posait des problèmes, où il y avait des problèmes d'infos qui n'étaient pas transmises. Bon, donc du coup, ça marchait très bien. Et ceux qui avaient des cartes ATI dans leur PC, ben, ils étaient un petit peu malheureux parce qu'on ne pouvait pas utiliser la puissance de leur carte. Et donc il y a eu il y a des demandes et il y a un gros travail qui est fait dessus. C'est pas encore apparemment super archi stable, mais c'est suffisamment stable pour que sur les dernières versions, ceux qui ont des cartes ATI, ils puissent utiliser leur puissance. Donc moi je suis encore donc il reconnaît ma carte Nvidia direct et ça marche. L'Open Subdivis Compute c'est pareil, c'est un truc qui est tout récent mais je vous en parlerai plus tard, je vais même pas le cocher. Ça c'est avec vraiment les dernières versions 216 et compagnie. Et il y a ça qu'il faut cocher pour la puissance de calcul. Si vous n'avez pas une carte Nvidia, ben vous cochez ce qu'il y a là, si elle est assez puissante ça le prendra en compte. Il y a autre chose, ah oui, quelque chose qui est intéressant ici c'est International Font. Voilà, on le coche et je vais mettre ici au lieu du défaut je vais mettre français. Voilà. Alors là quand on est passé en français ici on voit qu'il n'y a rien qui change mais on a plusieurs choix. On peut changer l'interface en cochant l'interface, donc du coup tout mon interface devient français. Donc là, vous voyez, ombrage, performance, poste. Alors ça c'est quelque chose de sympathique, sauf que c'est bien de prendre l'habitude de travailler avec l'interface anglais. Moi je vous montre ça. Mettez-le en français pour lire quand vous avez le temps, vous regardez. De toute façon, vous pouvez switcher en ouvrant la fenêtre, vous switchez. Et quand vous avez un doute sur le sens du mot en anglais, hop, en post-processing ou métadonnées, vous regardez metadata, post-processing, ça se ressemble. Performance, shading, vous dites tiens, c'est quoi shading? Ah, c'est les ombrages, ok. Donc ça permet de s'y retrouver. Donc, mais revenez sur l'interface en anglais quand vous avez compris et vous êtes traduit le mot. Parce que c'est une bonne habitude, surtout que tous les tutos qui existent sur le net, eh ben, les gars, ils les ont mis évidemment avec les interfaces en anglais. Et si les gars, s'ils parlent pas en français, qu'ils parlent en anglais ou en espagnol ou en ce que vous voulez, c'est plus facile de suivre déjà en reconnaissant le mot sur lequel ils cliquent. Si vous êtes habitué à voir ombrage ici, vous savez pas qu'ombrage c'est shading en anglais, quand vous allez voir le gars cliquer sur shading, vous ne saurez même pas sur quoi il clique, quoi. Donc ça sera un peu embêtant. Donc je sais que les puristes du français, ben, ils me disent ouais pourquoi mais bon voilà. Là c'est juste une question de manque d'information et de manque de documentation. Si on avait des tonnes de documentation avec les tutos en français, avec l'interface en français, je dirais aucun problème. Sauf si vous voulez travailler dans d'autres boîtes. Surtout que c'est un clic pour le changer. Donc au début, switchez, vous passez d'un à l'autre, quand vous cherchez ça vous donne les informations et c'est plus simple pour enregistrer les possibilités de travail quand vous êtes là. Voyez. Et en attendant, moi je vais rester en anglais, je vais juste ajouter ici les tooltips et je vais cocher tooltip. Alors les tooltips c'est les petites bulles d'aide, quand je mets là, il y a une petite bulle d'aide qui s'ouvre, méthode utilisée pour afficher les images à l'écran. Voilà, alors ça ne me traduit pas en français, mais le texte est en français, quand ça a été traduit. Vous voyez, data, je vais dessus, et là ça m'affiche transférer les couches de données, donc ça me donne des infos. Maintenant si je mets le truc en machin, données, voilà, il y a transfert de données, là c'est data transfert, data, bon, ça reste clair. Surtout si on a un doute, on peut mettre le tooltip, et dans le pire des cas, vous venez là, puis vous changez l'interface histoire de vérifier. Et les new data, ben pareil, traduire les noms des nouvelles données quand on en a ajouté, créé. Ouais, ça c'est moi je le mets pas.
parce que ça fait des traductions en français apparemment des mots que l'on peut mettre. Ça m'arrange pas forcément, je préfère contrôler ce que je fais, quoi. Si je veux l'écrire en anglais, je l'écris en anglais, quoi. Pas obligé qu'il me traduit tout. Ou alors je sais que j'ai pas compris à quoi ça servait ça. User preference, use translate. On fait voir en mode anglais, qu'est-ce qu'il dit? Il dit translate new data name. Voilà, quand on ajoute, qu'on crée quelque chose de nouveau, ben, il va le traduire. Donc je préfère le laisser comme je l'ai mis moi. Donc tout le type et c'est tout pour l'instant. Il y a encore autre chose à changer, c'est le nombre d'annulations que l'on va faire quand on... Alors c'est où cette histoire? Quand on fait des erreurs, qu'on fait CTRL Z pour annuler l'opération, on est content souvent de pouvoir remonter en arrière, mais il faut remonter assez loin, c'est dans Editing, hein, voilà. Dans Editing, alors ici, Global Window, hein, Window pour effacer, donc là on a le Global Window, et on a le nombre de maximum d'états dans lequel on peut remonter, il y a 32. Alors au début, moi je vous conseille de mettre 128, ça le prend. Alors, si vous avez un PC qui est tout petit, au moins vous pouvez faire 128 CTRL Z, donc ça vous fait remonter assez haut, hein. Moi je sais qu'au début, au début ça m'est arrivé d'arriver au taquet avec 64, j'arrive au taquet, j'étais je peux pas aller plus loin. En fait, quand il vaut mieux tout effacer et recommencer quand vous en êtes à 64 CTRL Z, hein. Moi je vous le dis. Ouais, moi aussi, maximum. Ah ouais, désolé. Alors pour mettre, on a fait des clics et des clics et des clics avant de se rendre compte. vous mettez 256 si vous voulez, voilà, comme ça vous êtes au max. D'accord. Memory limite, la 0 c'est illimité, donc c'est-à-dire que chaque fois que vous stockez en mémoire une opération, il va stocker 256 opérations. Donc évidemment ça peut faire beaucoup de prises en mémoire. Si votre PC il lag un peu, faut pas vous demander pourquoi, hein, avec 256 opérations. Mais enfin c'est déjà pas mal. Ici, Enter Edit Mode, c'est quand on crée un objet. Hein, vous créez un nouvel objet, pouf, vous vous retrouvez en mode Edit. Direct pour le travailler en mode Edit. Donc ça par défaut ça y est pas coché, je vais pas le faire non plus. Parce que au début il vaut mieux maîtriser savoir le pourquoi on reste en objet et pourquoi on bascule en Edit. Si vous basculez en Edit Mode tout de suite, vous n'allez pas capter pourquoi vous faites des bêtises quand vous passez en objet mode. Et que vous y restez quand vous travaillez. Donc je pense qu'on a fait le tour pour ça, c'est le principal à mon avis. Est-ce que les connaisseurs ont quelque chose à me rajouter là-dessus? Je prends un coup de ma bière, moi. C'est bon de boire un coup quand on parle. Allez, est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon, moi, pour l'instant. Est-ce que j'ai rien oublié? Il n'y a pas quelque chose que vous auriez à rajouter pour ceux qui connaissent déjà un petit peu l'interface? Non, du tout. Enfin, moi, perso, t'as tout bien expliqué, quoi. Qui vous paraît important, non? S'il recommence tout depuis le début. D'accord, alors, j'efface, je recommence. Alors, Blender, c'est une machine qui a été fabriquée. Ah bon, je m'arrête, ok, ça va. Ouais, moi c'est juste le tooltip, là, lequel que c'est, là. J'ai pas compris. Le tooltip. Je sais pas, là, Attends, dans... Ah, le loop tool. Oui, c'est quoi? J'ai pas compris. Tu peux l'écrire? La donne? La donne. Oui, dans la donne, c'est lequel? Loop tool. Je te l'écris. Alors, add-on. Écris-le parce que je comprends pas. Ah, loop tool, ok. Voilà. En haut, je tape loop juste, L-O-O-P. Oui. Et puis ça te ouvre direct, ça te met juste loop tool. Tu tapes loop direct, il y a que du temps. Et tu le coches pour qu'il soit validé. Alors les modifications qu'on fait là-dedans, hein, il faut les sauvegarder. Okay. C'est bon. Alors les modifications, on les sauvegarde en faisant c'est bon. Save User Setting ici. Ok, c'est alright pour moi. Alors vous cochez Save User Setting et puis tout est sauvegardé. Tout ce que vous avez modifié est sauvegardé par défaut. D'accord. Il faut le faire quand même parce que sinon on oublie de le faire. Ok. Voilà. C'est alright. Ok, ça roule. Alors bon, là on a fait le petit tour. Ouais, c'est bon. Donc les loop tools c'est important parce que regardez, vous allez voir. Je vous montre en vitesse. Ça se passe en mode edit. Donc, le mode edit c'est le mode dans lequel on travaille à 99% du temps. Alors il y a un mode objet qui permet de sélectionner les objets séparés, mais nous on travaille souvent en mode edit. Et là, quand on est en mode edit, vous voyez tous les outils là qui sont ouverts à la place de ceux que j'avais. Regarde, je passe en mode objet. Alors pour passer de edit ici à objet, plutôt que de m'embêter
à basculer ici avec la souris et puis de revenir chaque fois en bas, c'est embêtant. Il y a la touche tabulation. Si j'appuie dessus, tac, je bascule d'edit à mon objet. Et vice versa. Tab, ça me fait switcher d'un mode à l'autre. C'est super pratique, hein. Je vous le dis parce que là, on a toujours la main à côté avec le pouce sur le Alt, ben vous aurez l'index sur le tab hein, pour basculer, mais bon, c'est pratique, c'est facile à repérer. Alors quand on est en mode edit, le loop tool que j'ai coché, il se retrouve ici, là-dedans, quoi. Sauf que là-dedans, il est en bas. Je descends, vous voyez, on peut se servir du petit menu. Il se retrouve ici en bas. Et il est complètement replié sur lui-même. Donc je clique sur la petite flèche noire là. Et tac, ça me déplie encore, mais il est plus bas. Et là, on voit la suite. Et là, on peut faire des ponts, des cercles, des curves, plein de trucs. Donc c'est un outil assez intéressant. Et l'history, c'est avec les CTRL Z qu'on peut faire ici, une de Rodo. Hein, mais on va voir les raccourcis clavier. Hein. Donc, grosso modo, on a les raccourcis clavier pour éviter d'aller fouiner dans les menus. La plupart du temps, on a les raccourcis clavier. Si vous n'en souvenez pas, vous pouvez les chercher directement sur les côtés ici, hein, avec tous les onglets, etc. Bon, je voulais vous parler d'autre chose. Oui, super important. Je reviens en mode objet. Hein, parce que le mode edit, on verra ça plus tard. Donc, je reviens en mode objet. Oui, c'est vrai, comme il a enregistré, vous pouvez toujours venir. Les deux premiers cours, c'est vrai que c'est un petit peu dense, c'est vrai. Mais vous pouvez regarder tranquillement, vous essayez, vous revenez, vous regardez, et puis voilà. Donc il y a une chose aussi, on est dans cette interface là, et comme je vous expliquais tout à l'heure, c'était une fenêtre définie par sa petite icône de propriété de fenêtre. Donc moi ce qui m'intéresserait par exemple dans la fenêtre de 3D, attendez, avant de vous parler de fenêtre 3D, etc., je vais vous dire comment on a vu, hein, en faisant Alt et le clic gauche, on peut tourner, la roulette de la souris pour zoomer, d'accord, le clic droit sur un objet pour sélectionner, on l'a vu tout ça, donc ça c'est bien. Et pour supprimer, pour déplacer un objet, on peut se servir en cliquant sur les flèches qui sont là sur le petit curseur 3D, enfin pas le curseur 3D, sur le manipulateur, ça c'est manipulateur 3D, en déplacement. En rotation, eh ben, comment je fais pour avoir la rotation? Eh ben, là, je suis un petit peu embêté parce que comme ça, je l'ai pas, j'ai que le truc pour se déplacer. Mais si je regarde en bas sur la petite barre, comme je vous ai dit, on a tout sous les yeux en fin de compte. Hein. Sur la petite barre en bas, ici, qui est liée à la fenêtre de vue 3D, en objet mode, ici on voit notre petit manipulateur. Si je clique dessus, hop, il disparaît. Donc je vais recliquer dessus. Et là, quand je clique dessus, ça me réactive le manipulateur, il redevient visible. Mais on voit en bas ici la petite flèche, un rond. Hop, là quand je clique sur le rond, eh ben, on a les outils de rotation. Et là, le petit carré, c'est les outils de scale, de redimensionnement. Et je peux en sélectionner plusieurs à la fois en cliquant sur le shift, en maintenant le shift appuyé. Donc je peux prendre le scale et machin, et puis les trois là. Enfin, je prends les trois. Donc là j'ai les trois enclenchés. Et donc je peux attraper la flèche pour déplacer. Je peux attraper ici pour le faire tourner. Vous voyez, je tire ma souris pour être plus précis. Hein, donc si je reste près du truc là, au début on a tendance à rester très près de l'objet, très près du centre, et donc dès que je bouge un tout petit peu, ça fait des tours très rapides. Donc là je me mets loin, et en restant appuyé sur le clic gauche, hein, je me mets loin et je suis plus précis sur la rotation. Et là le rouge par exemple, je prends le rouge en X, voilà, je tourne, j'essaie de tirer loin pour être plus précis. Maintenant si je suis prêt et que je veux tourner de façon précise aussi, je peux rester appuyé sur le shift en plus là maintenant qu'il est sélectionné. Je fais shift et là je tourne, je fais plusieurs tours pour tourner. Là je suis en mode super divisé par 10 là. Vous voyez la rotation comme elle tourne doucement, parce que j'ai le shift enfoncé. Si je veux, donc là je relâche mon shift, et si je veux dépasser, tourner par pas de, je crois que c'est 15 degrés sur la rotation, je fais CTRL. Et le CTRL, tac 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 tac, vous voyez les pas, c'est pas du 15 degrés ça, à mon avis c'est du 2 degrés ou du 1 degré 5, je sais plus exactement, mais c'est un pas qui est beaucoup plus serré. C'est peut-être du 15 degrés là, mais et si je fais shift avec le pas, ben, j'ai un pas qui tourne, mais aussi en mode, j'ai le cran mais en mode super divisé par 10 quoi. D'accord, donc il doit y avoir du 15 degrés et du 1 degré 5 en divisé par 10. Donc ça devient super intéressant là, on commence à manipuler. Donc ça c'est pour les rotations, essayez, vous allez voir, c'est avec le shift, quand vous êtes en déplacement c'est pareil, j'attrape
la flèche bleue. Là je suis en libre, donc je me déplace comme ça. Si je fais Shift, ben, j'avance et ça avance tout doucement, donc c'est beaucoup plus précis. Et regardez le continuous grab dont je vous parlais tout à l'heure, ma souris je la prends, je la lâche pas, je vais arriver en haut, et tac, elle est en bas, et elle remonte, je continue à monter, je lâche rien, vous voyez. Ça c'est le continuous grab qui permet de sortir de l'écran, de continuer, très pratique aussi. Et si je lâche le shift, je suis bien. Si je fais le contrôle, pareil, il va avancer de pas en pas, qui correspond au pas de la grille. Et ça correspond à la case de la grille. Chaque pas il correspond à une case. D'accord, ça c'est pour les déplacements, les rotations avec le shift. Et le scale, ben le scale c'est le... Je vais désactiver les deux autres. Celui-là, scale. Ben là c'est pareil, on peut agrandir dans un sens ou dans l'autre. D'accord, sur l'axe des X ou des Y. Et pareil avec le shift, on peut être... oups. Voilà, je prends l'axe d'abord, je fais shift, et ça va doucement pour agrandir. Et contrôle, pareil, ça va avancer avec des pas. Alors je prends l'axe, et je fais contrôle, tac, 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 tac. Il y a des pas à chaque cran. Donc ça c'est juste les par rapport au manipulateur ici. D'accord, c'est pour faire tourner l'objet comme on voulait. Alors, bon, je suis pas arrivé à vous dire quand même ce que je voulais vous dire. C'était, je vous parlais de ces fenêtres. Et si je veux avoir, prendre ma fenêtre, si je voulais prendre ma fenêtre et la diviser en deux, par exemple pour avoir deux vues séparées. Bon, souvent vous allez travailler avec une seule vue quand vous êtes en vue 3D, mais ça peut être intéressant de travailler avec plusieurs vues. Alors il y a déjà un premier raccourci clavier qui vous permet de basculer en vue comme en dessin 3D. Je crois que c'est CTRL ALT Q. Voilà. Le CTRL ALT Q vous bascule dans ce format là. C'est un format de fenêtre sur une seule fenêtre en fin de compte. Et quand je tourne côté 3D là, je vois ici dans ma fenêtre la vue 3D avec en perspective. Et ici j'ai les trois vues en orthonormé. Et en orthonormé, pourquoi? Parce que je suis en vue de face par exemple orthonormé. Ici. C'est-à-dire qu'on a que les deux axes ici qu'on voit. On est en vue de face. On est ici en vue de dessus, c'est écrit top ortho, hein, et ici en right ortho. Alors le droite ortho. Et on voit bien ici le repère qui est concerné. En YZ, ici on les voit, XZ et YX. Et c'est bien parce que si je l'agrandis, vous voyez, je peux travailler ici, dans cette vue-là, et faire et agrandir. Alors par contre, j'ai pas le repère ici. Je vais cliquer mon repère, voilà, et l'agrandir ici, et ça bouge sur les trois vues. Et on voit dans les trois vues mon truc qui se déplace, quoi. Ou le redimensionnement, je lui donne. Par exemple, je peux travailler ici. C'est pas pratique parce que j'ai un objet qui est pas à plat. Donc je vais supprimer mon objet. Supprime. Voilà. Je vais mettre mon curseur au centre. Comment on fait pour mettre le curseur au centre? Je vous expliquais tout à l'heure. Shift C. Voilà, Shift C. Alors, je me mets au centre ici. Donc du coup, il me recentre toute la vue. Il me rappelle ma caméra. Donc là, je vais redéplacer ma vue pour la ramener un peu au centre pour être bien. Donc là, je fais comment? C'était ma, je sais ça. Là, je fais Alt Shift, je clique et je déplace. Clic gauche hein, et je ramène tout. Comme ça, je ramène au centre mon point ici dans ma fenêtre. D'accord? Le Alt enclenché et le Shift enclenché et vous bougez. Ça vous permet de recentrer vos vues comme vous voulez. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir la chose enclenchée. Ou alors vous faites le Shift et le clic central de votre souris. Shift clic central de la souris. En fait, compte le Alt il remplace le clic central de la souris. Hein, Shift Alt et vous êtes bon. Et moi, comme j'ai une clic centrale de souris qui est plutôt dure, c'est un peu pénible. Donc là, je vais rajouter, comme j'ai mis mon curseur au centre, donc on voit bien dans les trois dimensions qu'il est bien au centre. Je vais rajouter en faisant Shift A, ou alors je vais dans A d'en bas et je vais mettre une UV sphère. Non, je vais mettre un cylindre. Tiens, ça va changer. Et là, comme ça, on verra bien dans toutes les dimensions comment on est, quoi. Vous voyez, j'ai un cylindre vue de dessus, vue de face et vue de côté. Et là, en vue perspective. Vous voyez, on voit bien. Donc là, si j'agrandis mon cylindre en perspective comme ça, je vois dans les deux côtés là que ça va bien. Si je le rétrécis dans cette épaisseur là, je le vois en haut et là, mais là on le voit pas trop qui est rétréci vu que je suis dans l'autre vue, vous voyez.
Donc c'est pour ça que c'est bien de voir des 3 côtés. Et puis là, on voit le résultat en finale, en vue comme ça, quoi. D'accord. Donc c'est pas mal aussi de travailler comme ça si vous avez un grand écran. Après, ça vous permet de voir comment vous travaillez. Alors pour le raccourci de cette vue-là et pour en sortir, c'est le CTRL ALT Q pour en sortir une deuxième fois. Et on revient dans une fenêtre complète. CTRL ALT Q. Je vais renclencher comme j'ai reseté tout à l'heure. Ah oui, mais en resetant, j'ai viré la donne pour pouvoir afficher les touches que je faisais. Donc je vais le remettre personnellement. User Preference, Add-on, et c'était Screencast Key pour moi. Screencast Key ici. Je sais pas si vous l'avez vous, parce que je crois que je l'ai rajouté manuellement, parce que normalement il n'était pas compatible. Et là ça marche, donc vous voyez, je l'ai rajouté, et là je le retrouve. Ça sert que pour faire des démos. Hein. Et le texte. Je mets en mode texte, pour qu'ici, quand je fais un clic, ça s'affiche en mode texte. Donc, CTRL ALT Q. Voilà, il a bien écrit CTRL Q. Ça, vous le verrez bien. Ok. Mise à jour NVIDIA, c'est cool. Tu as fait ta mise à jour? Ok. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Je refais un CTRL ALT Q. Oui, Fred. En préférence, ça t'a fait apparaître. Alors, pour les touches, tu veux dire? Oui, oui. Ouais, mais ça, c'est le screencast key. C'est dans les user préférences. Moi, en tapant key, il m'affiche le truc parce que c'est un add-on que j'ai importé. Je sais pas si vous l'avez. Normalement, il a été supprimé parce qu'il faisait un bug. Donc, moi, je suis allé le rechercher à part. Sur Internet, on le trouve. En fait, quand on le retrouve. Et j'ai essayé, moi ça me fait pas planter, hein. Ça fait planter sur certains trucs, peut-être en animation ou je sais pas où, mais ça crée des petits besoins. Mais vous en avez pas besoin quoi. Moi je le mets pour que vous voyez les touches que j'utilise. Voilà, exactement. Donc c'est pas tellement un problème. Voilà, ça c'est bon. Donc ah oui, maintenant qu'on a vu comment on pouvait générer directement. Vous voyez, j'ai toujours cette barre qui permet de glisser de haut en bas. Hein, comment on faisait pour passer cette vue là, cette image là en 4 vues. On va voir comment on fait pour créer des fenêtres, pour découper notre espace de travail. Donc là par exemple en bas ici, comme je vous ai montré tout à l'heure, en bas ici on avait la timeline, mais moi ça m'intéresse pas. Alors on peut voir déjà que entre les fenêtres, hein, si je mets ma souris entre là, il y a une double flèche qui s'ouvre. Si je clique dessus, que j'attrape et je glisse, ça va rien faire, c'est juste en dessous. Je clique, j'attrape et je glisse. Donc du coup je peux agrandir la zone de la fenêtre du dessous. Donc du coup ça me réduit quand même la fenêtre ici. D'accord. D'accord, donc on peut réduire. Alors il faut mettre bien votre souris. Attends, je vais réduire de ma souris. Tu la mets bien là entre les deux et tu glisses. Comme ça. Donc ça c'est pratique. Alors tu vas me dire, ouais, donc déjà tu peux arranger. Donc tu pourrais dire, ouais, je vais réduire carrément en bas comme ça. Mais ça n'empêche pas que tu auras quand même toute la partie menu en dessous qui te gêne, qui ne sert à rien. Donc ce que tu peux faire, c'est prendre cette fenêtre et lui dire d'absorber celle-là, de l'effacer. Pour faire ça, on se met entre les deux là. Donc là, j'étais là ici pour le déplacement, à la partie interne. Là, je me mets sur la partie qui est entre les deux fenêtres. Et je fais un clic droit dessus. Bon, ça marche pas, donc je reviens là. Ah ouais, d'accord, il a décidé de faire ça. Donc je me fais un clic droit, donc toujours sur le même. Je sais pas pourquoi, je te persuadé que c'était l'autre. Enfin bon. Vous avez vite changer de côté, vous faites un clic droit, et là vous avez le choix entre Split Area qui veut dire séparer la zone, ou Join Area pour joindre. Donc là on va joindre, je fais Join Area, et on voit il y a une petite flèche là. Et ça veut dire que ça va être la fenêtre du haut qui va venir sur ici, du haut vers le bas. Si je veux faire le bas vers le haut, je mets là, et là j'ai la petite fenêtre, c'est le bas qui va remplacer celle du haut. D'accord. Il y a une grosse flèche là, on la voit bien. Donc moi je veux faire le haut vers le bas, donc je me mets comme ça. Pour changer, il suffit de passer d'une fenêtre à l'autre. Hein. Donc je mets le haut vers le bas, et je clique. Et du coup ça m'a supprimé la fenêtre du dessous. Et du coup j'ai agrandi à mon écran complet la zone de travail 3D. Bon, comme j'en ai, d'accord. Oui. Ah, comment tu reviens après là? Moi ça m'a mis toute la timeline là. Alors attends. Ah oui, parce que tu as mis la timeline, c'est parce que tu as cliqué du bas vers le haut. Alors genre, CTRL Z. Comment tu reviens après? Alors CTRL Z, ça revient pas.
Donc là, ce que tu fais, si toi tu dois avoir ça, toi. Si tu as fait l'opération inverse, tu te retrouves comme ça, toi. Et voilà. Voilà. Alors là, c'est que tu as fait le bas vers le haut, donc la timeline a remplacé toute la fenêtre. Là, du coup, mais ça reste quand même une fenêtre. Et cette fenêtre, elle est déterminée par le petit truc qui est en bas. Donc si tu es sur timeline, ben, tu cliques, tu dis non, finalement c'est pas timeline, c'est 3D view. Donc tu coches sur celui de 3D view et tu retrouves ta vue 3D. Ouais. Toi, tu peux changer, si tu gardes une seule fenêtre, tu peux avoir Graph Editor, tu peux vous amuser à regarder ce que c'est. Hein, nous, on travaillera surtout en UV Image Editor, dans celle-là. On travaillera dans 3D View, évidemment. On travaillera aussi plus tard dans Node Editor, dans les nodes. Bon, là, il n'y en a pas pour l'instant. Mais bon, beaucoup plus tard. Pour l'instant, on travaillera dans 3D View. Hein, ici, on va travailler. Et si tu veux rafficher le time truc en dessous, on va créer une nouvelle fenêtre. C'est-à-dire que là, si tu regardes à chaque fenêtre, tu as des petits traits dans l'angle. Alors bon, on va faire un truc, on va le faire opération inverse plutôt que de faire comme ça. Je me mets sur le bord, ici, je fais un clic droit. Je mets sur le bord, je fais un clic droit. Alors là, c'est pas ici, c'est en haut qu'il faut que je me mette. C'est sous le menu ici. C'est soit en haut, soit en bas. Vous regardez, vous prenez les bords. Là. Je fais un clic droit et je peux faire Split Area. Toi, je l'avais pas en bas le split, je l'ai en haut. Là. Donc Split Area. Et là, il me propose de couper. Vous voyez, il y a une ligne verticale. Si je clique là, ça va me couper ma fenêtre en deux. Moi, je vais le faire, tiens. Voilà, ça me coupe ma fenêtre en deux. Je me trouve avec deux fenêtres 3D View. Si je veux les faire revenir, je me mets entre les deux. Clic droit, Join Area. Et pareil, gauche vers droite. C'est bon. Maintenant, si je veux faire une coupure horizontale pour retrouver le timeline machin truc, je vais aller ici. Non, alors c'est l'autre. Ici. Voilà. Et là, j'ai le Split Area, pareil. Sauf que ça va travailler à l'horizontale. Et là, je viens là, et je me mets ici, par exemple, je clique. Et ça me recrée une fenêtre 3D View. Et là, je mets Timeline. Et je retrouve ma timeline. Si je veux la déplacer, je me mets là. Ça, c'est la méthode la plus facile à retrouver parce que vous avez toujours vous faites des clics droits sur les bordures là. Si c'est pas celui-là, si c'est pas celui-là ici, là, c'est pas celui-là, ça va être celui-là. Voilà. Split Area, et là je peux le couper en deux celui-là aussi. Et mettre un 3D, un dopstick ici, là, par exemple, tu vois. Et si je veux les rejoindre, ben, je me mets entre les deux là. Et Join Area. Et je vais de la gauche vers la droite par exemple. Ça va être la gauche qui va écraser la droite. D'accord. Alors ça c'est un petit peu marrant d'utiliser, mais ça c'est la méthode la plus simple, parce qu'en fait quand vous faites des doubles clics, enfin vous faites des clics droits sur les bordures là, ici, si c'est pas celle-là, c'est celle-là. Pareil en haut quand tu es seul, tu fais un clic droit ici, là tu peux faire, tu as le menu Join Split, donc tu peux couper en deux, et pareil sur les bords là, si tu te trompes que tu cliques là, t'as rien, là, tu viens ici, tu vas t'apercevoir que tu en as un ici, voilà, donc là tu peux le faire, le Split Area. Alors quand tu veux faire un Join Area, imaginons que là je sois comme ça, que je veuille prendre le haut et écraser le bas comme j'ai fait tout à l'heure. Si j'ai en bas deux fenêtres différentes, j'en ai deux, je peux pas prendre celle-là et écraser les deux en même temps. Ça, il le fait pas. Ce qu'il faut, c'est d'abord réduire les deux à une fenêtre. Moi, je vais faire le test. Je viens ici, je fais Join Area. Hein, il n'est pas d'accord ni dans un sens ni dans l'autre. Il me donne pas de résultat. Donc, il faut d'abord joindre les deux là. Avant en une, et après je peux faire une vers une. C'est toujours une vers une et pas une vers deux. Hein, je vous le dis parce que vous allez vous retrouver bloqué des fois, vous allez dire ah pourquoi j'arrive pas à le faire. Ça m'est déjà arrivé, donc là je vais faire Join Area, je vais d'abord faire droite vers gauche pour en avoir qu'une en bas et une en haut, et là je peux joindre clic droit, Join Area, et là le bas, le haut vers le bas. Ok. Donc là vous travaillez ça, le travail sur les fenêtres avec ce clic droit sur la bordure, c'est la méthode la plus facile à retrouver, à se souvenir. Il y a d'autres méthodes ici. Une autre méthode plus simple, c'est typique de Blender. Alors vous voyez, j'ai ouvert le menu ici sur le côté. Là. Il y en a un ici aussi. Ce menu-là, si je veux le refermer, j'attrape le bord, je clique et je peux l'agrandir ou le retirer. Et quand j'arrive carrément au bord, boum, il se ferme et il me met un petit plus là pour le rouvrir. Ici, pareil, je peux faire pareil, je l'attrape et boum, je ferme tout et j'ai un petit plus pour le rouvrir. Alors ces deux menus là, comme ils sont très souvent sollicités, il y a des touches de raccourci avec le N et le T. Le N, il ouvre le côté de droite, le T, il ouvre le côté de gauche. Transforme,
transform. Il y en a un qui pourrait s'appeler transform et l'autre qui s'appelle nonform, histoire d'avoir un NNT, mais bon voilà, je suis désolé, ils s'appellent tous les deux transform. Donc du coup, on n'est pas arrangé. Bon, en tout cas, le T ouvrira celui-là et le N ça ouvre celui-là. Et si je rappuie sur N, ben voilà, c'est un switch ouvert, fermé, cousin hub, ouvert, allumé, éteint, allumé, éteint. Moi aussi, j'ai fait les visiteurs. Oui. Comment on fait un reset de tout ça là? Tu vois, là, par exemple, moi j'ai fait 2 fenêtres là, mais j'arrive pas à revenir à la première fenêtre de base. C'est comment on était au début. Alors, où tu es toi? C'est qui me parle déjà? Attends, parce que je veux pas. C'est qui? C'est Barry. pas. C'est Barry, d'accord. Attends, je regarde ton écran. Tu partages pas ton écran? Ah bon, d'accord. Je peux toujours. Ouais, mais tu verras pas parce que je suis sur 2. Ah ouais. Bah si, même sur des écrans, tu peux. Hein. Sur l'ordinateur et puis. Ah oui, d'accord. Ok, ouais, Ouais. d'accord, là ça. Bon. Alors, si tu veux, si vraiment tu as mis la panique et que tu veux revenir à la config d'usine, par contre, tu vas perdre tu vas tout perdre, ce que tu as dedans, quoi. Hein. Évidemment. Ah. Ben oui, si tu travailles, par exemple, que tu as fait plein de fenêtres et que tu n'arrives pas à le faire, remarque, si t'en. On a une en haut, une en bas. Alors, genre, comment t'es splitter area, t'es comme ça, toi? Oui, enfin, je suis dans l'autre sens, mais bon, c'est 2 fenêtres, quoi. Ouais. Ben, deux Les 2 fenêtres, fenêtres sont l'une par-dessus l'autre. eh ben, tu peux L'autre, les. elles sont. D'accord, ben, tu peux faire un clic droit entre les deux et puis tu fais un joint. Là, toi, tu dois avoir ça, toi. Toi, tu es comme ça. Split. Voilà. Toi, tu es comme ça, toi. D'accord? Ouais. Ouais, tu vas être comme ça. Ben, si tu te mets sur la barre ici, tu fais un clic droit dessus, tu fais joint area. Join area. Voilà, c'est bon. Ouais, ok. Join area. Et après, tu mets ta souris en haut, tu vois, la flèche, c'est que là, ça veut dire que le bas va écraser le haut. Et si tu mets la souris en bas, la flèche, elle est là. Enfin, tu vois la petite flèche transparente, là. C'est le haut va écraser le bas. Voilà, là, c'est le haut qui écrase le bas. Si t'as pas la même chose dans les deux. Donc, ça, c'est la première. Voilà, c'est la première méthode pour. C'est important de savoir refaire les fenêtres. Il y a une autre façon de faire des fenêtres. Ça, c'est la façon la plus facile de retrouver parce que c'est sur les bordures et tu fais un clic droit. Donc, quand tu vois le menu, tu es content. Donc, autant pour refaire que pour enlever. Après, quand tu maîtrises un petit peu mieux, tu peux utiliser l'autre méthode. C'est quand tu regardes en haut à droite des fenêtres et en bas des fenêtres. Tu vois, il y a des petits onglets là. Enfin, c'est strié. Si tu cliques, attends, je vais fermer avec N, je vais fermer ça. Ouais, tu as un plus, mais au-dessus, tu as un petit onglet strié. Si tu l'attrapes, ça te fait une croix, tu l'attrapes, tu restes cliqué et tu déplaces. Ça te génère une fenêtre à la volée, directement. Tu n'as pas besoin de faire le clic droit, machin. C'est-à-dire que je suis là, je tire, et voilà, je génère mes fenêtres tranquillement, comme ça. Directement, ça m'embêtait à faire clic droit, machin. Parce que pour aller choper moi et ma souris, qui est super sensible, pour l'attraper, c'est embêtant. Et si je veux rejoindre les fenêtres, là, ben, j'attrape la fenêtre, le clic ici. Alors là, je vais... on va essayer, si je fais ça, voilà, j'attrape la fenêtre et je glisse dans l'autre directement. Et là, il me montre la flèche pour effacer. Pareil, là, je l'attrape ici, je glisse directement en haut, il me montre la flèche. Et là, pareil, donc là, il faut que j'attrape celle-là. Parce que si j'attrape celle-là et que je glisse, ben, je vais en créer une deuxième là. Hein. Si j'attrape celle-là et je glisse pour l'autre côté, ben, mince, ça va m'en créer une autre. Donc je veux pas, donc il faut aller vers celle qui est au bord, là, tu attrapes et tu attrapes là, et tu glisses vers lui. Et là, pareil, pour rejoindre les deux là, il faut attraper celle-là et glisser vers lui. Maintenant, si j'avais voulu faire dans l'autre sens, donc là j'en crée une, si j'avais pas voulu prendre celle-là et qui écrase celle-là, mais prendre celle-là et écraser celle-là, genre que ici j'avais une timeline et je voulais écraser celui-là, eh ben, il faut prendre celui-là, le petit onglet, tu les as les petites barres, elles sont en bas. Tu attrapes lui et tu glisses là. D'accord? Je vois plus ton curseur. Je vois plus ton curseur bouger ni quoi que ce soit là. Ah, t'es pas dans la merde alors. Je vois plus du Hop, tout j'attrape ça et je glisse. Je vois ton écran mais... Alors, est-ce que vous voyez? Ça y est. Ouais. On voit plus bouger ce que tu fais en fait. Est-ce que il y a que moi ou... Ah, idem pour vous. Ouh. Bah alors on est embêté là. Attendez, je remonte. Ça y est, c'est revenu. Tu vois, Sienne, Ouais, plus une... Non, moi je veux bouger. Ça va revenir alors, on va attendre un petit peu. Tu vois bouger, Ferry?
Ouais, ouais. Je vois tout. Et là, tout je bien me remets bouger. en 3D. Là. Voilà. Là, si je clique sur mon propre écran, ça va peut-être me permettre de... Ah, ça y est. C'est bon? Est-ce que c'est revenu? Pour moi, pour l'instant, c'est pas revenu. Non? Alors, s'il y a que toi qui vois pas me bouger, ben tu sors et tu rentres. Non? Ou on attend un peu? Barry, machin. Barry est là. Ouais, de toute façon, s'il y a que toi qui me vois pas, ça c'est clair qu'il doit y avoir un petit souci. Ben, déco sors du Hangout et tu te reconnectes. Ne perds pas le lien, tant qu'à faire. Ouais, ok. Alors, Tu perds pas le lien, un message. tu sors du Hangout et tu reviens. Ça sera plus simple. Bon, maintenant, hop, on va se rincer le gosier. Hein. Y a-t-il des petites questions? Quelle heure est-il? 22h32 quand même. Bon, je pense de toute façon qu'on a fait le principal. Ah, ça va là, c'est pas trop méchant. J'attends que Barry revienne. Il n'y a rien à voir, donc ça va. Ok. Ok, donc là je pense qu'on a fait le principal pour le truc. Non, 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 je vais encore pousser encore une dernière couche et je pense que ça suffira pour ce soir. Après peut-être qu'on va essayer de faire Mumuse, mais bon. C'est les présentations des vues. C'est bon Barry, c'est revenu? Ouais. C'est Vous bon? m'entendez là? Ouais, on t'entend. Est-ce que tu vois bouger mon écran? Ouais, là c'est bon ça. Ok. C'est bon. Donc bon, on a vu pour ces histoires de fenêtres. Décidément, t'es plombé toi. Hein. Donc, Bah ouais, je sais pas, là, c'est avec Firefox. Là, je sais pas. donc le truc c'est que oui, alors je sais pas si tu as vu du coup avec les angles, bon de toute façon il y aura la vidéo, hein. Donc on peut aussi décaler les fenêtres en tirant sur les angles, et pour les rejoindre, soit on se met toujours de la fenêtre, si je veux prendre celle-là et je veux écraser celle-là, c'est la fenêtre qui est en bord. Si je prenais celle-là, je recréerais une nouvelle fenêtre, donc il faut prendre celle-là, parce que je vais aller vers la droite, comme ça, d'accord. Et si je voulais faire, ben voilà, une fois que je l'ai fait, vous voyez, une fois que j'enclenche le mouvement, après je peux aller de l'autre côté et puis faire gauche-droite, d'accord. Et si je veux pas attraper celle de la droite, voilà, donc je recrée comme ça. Si c'est celle-là qui m'embête de l'attraper, je peux attraper celle qui est en bas et faire pareil, tirer droite et gauche. Une fois que j'ai enclenché le mouvement, je peux choisir la cible, d'accord. Donc on garde toujours le même principe, sauf que c'est plus simple. Il n'y a pas de raccourci clavier ou je les connais pas pour faire ça. Il y a encore un dernier truc avec les fenêtres qui sont sympas si vous avez plusieurs écrans. C'est quand vous prenez le coin de la fenêtre et vous faites un... Bon, attends, je vais couper par exemple, comme ça, et je me dis, tiens, je voudrais avoir la perspective sur une fenêtre détachée, parce que là, je suis attaché à l'intérieur de la fenêtre Blender. Je me mets dans le coin, là, et au lieu de créer... Je reste sur Mage appuyé. J'enclenche le Mage, et j'attrape le coin, et je le déplace. Et ça me crée une fenêtre indépendante, carrément, que je peux mettre en dehors de mon écran, ou sur une autre partie de mon écran, sur un deuxième écran s'il faut. Et évidemment tout ce qui se fait dans celle-là se fait toujours, ça reste lié au programme, quoi. C'est carrément une deuxième fenêtre du programme qui travaille, donc elles sont dépendantes, et ça c'est bien pratique quand on a plusieurs écrans. Bon, ça c'était vu pour les fenêtres. Dans le coin, là, ouais, j'ai mis ma souris dans le coin, enfin sur le petit coin là, ou celui-là, parce qu'il sera peut-être plus visible, celui-là, et je reste appuyé sur Mage, et j'attrape le coin et je bouge. Et ça génère une fenêtre indépendante avec son propre bandeau que je peux couper aussi en plusieurs morceaux si je veux. Mais c'est le même mesh, hein. Je veux dire, on travaille sur le même mesh, sur la même vue en fait, compte. D'accord. Donc ça c'est assez rigolo quand même. On peut avoir plusieurs fenêtres comme ça et du coup on peut avoir quand même pas mal de fenêtres. Genre on peut avoir des fenêtres de vision ici, de vue en 3D, en haute définition, mais dans une petite fenêtre comme ça bouffe pas toutes les ressources de ton PC quand il est faible. Genre en mode rendu ici, et là je suis en mode rendu carrément sur l'objet, Shift et clic central, voilà, je suis en mode rendu sur mon objet. Donc là comme elle est petite la fenêtre, ça travaille pas beaucoup quoi, donc c'est bon.
Et là, la fenêtre, si je m'en débarrasse, ben, je la ferme, tout simplement, et puis elle n'y est plus. Donc les fenêtres sont détachables. C'est assez marrant de jouer avec ça. Après, donc on a vu ça. Maintenant, je vais remettre les fenêtres, comme je vous ai dit. Ah oui, là, je peux pas faire les deux. Vous voyez, je fais la bêtise aussi. Donc je prends celui-là, ici, et après, je remets à plat, ici. Voilà. Un truc maintenant qu'on a vu les fenêtres, je pense qu'on a vu le principal pour pouvoir se dépatouiller déjà pas mal. Après, vous poserez des questions, vous m'enverrez des questions quand vous ne sortez pas. C'est, alors je vais revenir ici pour avoir le menu, le manipulateur 3D en mode déplacement. C'est les points de vue. Très important évidemment. Puis tout à l'heure, on se balade comme ça en appuyant sur Alt et le clic gauche de la souris. Et je me déplace, ce qui correspond au clic central de la souris. Hein. Le clic central de la souris, c'est pareil que Alt et le clic gauche. D'ailleurs, ici, il me montre bien le clic central de la souris. C'est l'émulation, hein, 3D boutons qui... c'est pour les souris qui n'ont pas 3 boutons, donc c'est pour ça que le Alt et le clic gauche s'y marchaient bien. Alors pour Apple, pour ceux qui sont sur Mac, avec leur souris standard, là, il y a des manipulations à faire, il faudra chercher sur Internet. Et je ne l'ai pas en tête là, mais bon. Maintenant, il y a les vues. Là, on était donc en vue perspective, mais évidemment, c'est bien pratique de passer en vue à plat. Hein. C'est-à-dire que là, on prend le pavé numérique. Avant le pavé numérique, je vais vous les faire voir ici. Ici, dans View, là. Voilà, quand vous cliquez dessus, vous avez toutes les vues possibles. Alors, vous avez la vue de gauche, left. Ouais. Et vous voyez, c'est CTRL Numpad 3. Alors, CTRL et la touche 3 du pavé numérique. Alors, on va faire les vues simples et habituelles. La vue simple, habituelle, c'est Front, vue de face. C'est la touche 1 du pavé numérique. Bon, je vais vous les lire toutes et après on va les faire. Alors, vue de face, touche 1 du pavé numérique. Vue de dessus, très important, touche 7 du pavé numérique. Alors c'est facile à retenir, c'est la touche du dessus du pavé, donc c'est la vue de dessus. La touche de face, c'est la touche 1, pile en face, elle est bien en bas en face. Et la touche 3, donc qui est à droite de la touche 1, c'est la vue de droite. Donc on se retrouve quoi. Le 1, le 7, le 3, c'est les 3 vues qui sont super pratiques à utiliser. Le 1, là je suis comme ça en vue de front, d'accord. Le 7, front perspective, hein. Le 7 c'est vue de dessus en perspective, et le 3 c'est vue de droite en perspective. Alors c'est bien la vue perspective, sauf que pour travailler c'est pas très pratique quand on travaille la modélisation. Et il y a une autre option, c'est la touche 5 qui vous fait passer en mode orthonormé. Et du coup, on n'est plus en mode perspective, et ça c'est bien pratique pour travailler. Parce qu'on peut plus facilement, par exemple, si je veux juste, je vais me mettre en vue de face, voilà, je vais me mettre en mode edit, hein, juste pour vous montrer, vite fait. Alors, cherchez pas à comprendre, je vais passer en mode transparent, je fais un A, je fais un B, là, voilà, j'attrape le bas, et je fais un S, voilà, je agrandis ça, comme ça. Bon ben là, du coup, comme je suis en vue de face, je sais que ça l'a agrandi de côté. Si je suis en mode et que je l'ai agrandi sur les X, si je suis comme ça pour le faire, je vais être obligé de l'agrandir en utilisant lui là. Voilà. Et puis j'agrandis que la sélection que j'ai fait et j'agrandis que ça. Par contre, si je suis en vue de côté, pareil, je peux attraper juste un point et le déplacer. Non, le déplacer donc avec le grab. Le déplacer comme ça, un vertice, et je le déplace comme ça. Donc, je me remets comme ça, et du coup en vue de dessus, je vois que j'ai déplacé que ce vertice là aussi. Par exemple, je peux déplacer que ce vertice là, celui-là, je le déplace là. Là, je vous montre comment déplacer des vertices, mais bon, on en est encore là. Donc c'est juste par rapport aux vues. Donc le 1, vue de face, le 7, vue de dessus, le 3, vue de droite. C'est ceux que vous allez utiliser le plus souvent. Et après, il y a les vues opposées. L'opposé de la vue de face, c'est la vue de derrière. Alors vue de face est là. Vue de derrière, c'est CTRL et 1. Donc c'est avec le CTRL vous êtes en vue opposée. Donc là on est côté où j'ai modifié. CTRL 3 c'est la vue de gauche. Ouais. Et CTRL 7 c'est la vue de dessous. Le 7 il est là. Et CTRL 7 c'est vue de dessous. Donc vous avez bien le 1, le 7, le 3, le CTRL 1, CTRL 7, etc. Et la vue 6, etc. Je vais mettre en 7. Je vais mettre en 1. Vue de face. La vue 6, la 2 par exemple, ça vous fait tourner par pas. Comme ça, en tournicotant dans le pas. Je reviens 1. Le 6, ça fait tourner en tournicotant comme ça. D'accord.
Et le 8, vous tournez dans l'autre sens. Bon, c'est un peu... Quand vous tournez avec comme ça, bon ben, autant se mettre directement avec le clic central de la souris et tourner manuellement. Mais ce qui est important dans l'histoire, c'est que je suis en mode ortho. Ici, je suis pas en mode perspective. Je suis en mode orthonormé. La différence entre perspective et ortho, c'est, on va le voir, surtout si je supprime mon cube, Shift C, Shift A, et je rajoute un cube. Voilà. C'est la différence, je vais en faire deux. Alors j'ai fait un cube, je vais le dupliquer. Pour dupliquer un cube, c'est soit vous allez dans les menus, dans Objet, et puis il y a un endroit où on peut faire ici Shift D, duplicate objet. Voyez, et vous avez le raccourci en face. Donc vous retrouvez toutes les manipulations, les raccourcis clavier, vous les trouvez là. C'est un objet, je vais dupliquer mon objet. Donc j'ai objet, j'ai duplicate objet. Alors il y a duplicate link, je vous expliquerai plus tard, vous n'en savez pas pour l'instant. Ça veut dire que quand on duplique un objet, si vous faites des modifications sur l'objet d'origine, ben, ils sont liés en fait. Quand tout ce que vous faites d'un côté, ça va le faire sur l'autre. Ça peut être pratique, le duplicate link, si vous faites des pattes d'une table, qu'il y a 4 pattes de table, et que comme ça vous en modifiez qu'un, ça va modifier tous les autres pattes en même temps. Donc le duplicate objet simple, voilà, et je bouge ma souris, et il y a le deuxième qui s'extrait. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici, voilà, ici. Donc ils ont exactement la même taille, hein. Là, j'ai appuyé sur 5, je suis en mode perspective. Alors l'effet de la perspective, c'est évidemment les objets qui sont plus loin, ils paraissent plus petits. C'est l'effet perspective, vous voyez. Voilà, on le voit, si je dézoome encore, je vais remonter mon objet plus haut, encore plus loin. Voilà, et que je rezoome un peu, voilà, comme ça. Voilà, donc du coup, vu qu'ils ont exactement la même taille, les deux objets, là on voit bien l'effet de perspective. L'objet qui est près de nous, il est beaucoup plus grand que l'objet qui est loin. Ça donne l'effet de profondeur, l'effet de perspective. C'est bien, sauf que pour travailler aussi, c'est pas toujours pratique. Maintenant, si on se met en vue 7, par exemple, 7 perspectives, on voit bien que mon objet là, il est devant et celui-là est derrière, mais pour travailler, c'est pas top. Et si je me mets en mode ortho, en appuyant sur 5, là, du coup, les deux objets, même s'ils sont éloignés l'un de l'autre, ils paraissent de même taille. On est à plat. Donc, par contre, on n'a plus les parties. Enfin, pour travailler, c'est plus facile, parce que si je me mets en mode transparence, c'est toujours un petit peu des problèmes pour expliquer cette histoire de facilité. Bon, de toute façon, quand on travaille en vue de dessus, par exemple avec le 7, avec le 1, vous travaillez toujours en ortho. En perspective, ça sert à rien d'être en vue de dessus si vous avez les bordures qui jouent. C'est juste à la limite pour visualiser si vous voulez, mais vous restez en ortho quand vous travaillez. Parce que si je me mets en mode transparent, par exemple, ici, alors là, il y en a le mode de vision. Là. Ici, la façon dont les objets vont être représentés. Alors, ils sont représentés en mode solide par défaut. On peut se mettre en mode fil de fer. Et en mode fil de fer, là, on voit que des carrés. Si je me décale en perspective, on voit qu'il y a du fil de fer. On voit bien le dessous, le dessus. Donc là, alors ça, c'est surtout intéressant en mode edit, que vous allez voir les différences, parce que pour travailler, quand on est en mode perspective, on voit bien les déformations qu'on fait. Vous allez apercevoir, de toute façon, en vue de dessus, dans les vues de dessus, vue de face et droite et gauche, travaillez toujours en mode ortho en haut. Faites attention d'être en mode ortho et pas en perspective, parce que c'est pas pratique de le travailler, quoi. Comment voulez-vous faire? Par exemple là, je suis en perspective, même en mode edit, je vais vous le faire. Comment voulez-vous être sûr que vous avez la même taille de ce... Pourtant mon cube il a les mêmes faces de la même dimension, et si je veux déplacer celui-là, ma taille de cet objet là, l'agrandir, et on dirait qu'elles n'ont pas la même taille, donc c'est un petit peu embêtant pour travailler, quoi, alors qu'elles ont la même taille. Alors, sauf si on veut travailler en mode visuel, d'accord, alors que si je suis en 1 ortho, ben là si je veux avoir la même taille, on voit bien que je ne l'ai pas agrandi, et si je déplace d'un côté, je peux m'aligner de l'autre côté, devant, derrière, et là je garderai un cube qui a la même taille, quoi, devant, derrière. Alors qu'en perspective, c'est très difficile de l'ajuster, vu que par défaut, il va y avoir une différence, dans la mesure où la face avant est plus proche que la face arrière.
Bon, vous embrouillez pas avec ça. La touche 5 pour basculer de perspective en ortho. Et pensez à rester en 1, en 7 et en 3. Et juste vous basculez pour visualiser. Alors, là, pour passer en mode fil de fer, c'est le Z. Le Z qui bascule de fil de fer à mode normal. Vous avez le CTRL Z qui annule les opérations. Vous avez, donc ça n'a rien à voir, le Alt Z qui vous fait basculer de mode texturé en mode normal, là, c'est pas le normal, c'est le mode solide, voilà. Texturé en mode solide, bon là il n'y a pas de texture donc on va pas. Donc le Z, fil de fer, mode décidément, mode solide. Alors solide, fil de fer avec le Z, Alt Z, solide, texture, et Shift Z, solide, en mode rendu, rendering. Donc là vous bouffez un maximum de puissance, mais vous avez le rendu réel, quoi. Vous avez le rendu final, quoi, comme ça présente. Avec voilà, il y a les ombrages qui sont pas représentés, on voit tout, quoi. Mode rendu. Et vous appuyez sur Z pour revenir en mode transparent, Shift Z pour revenir en mode solide. D'accord, donc le Z surtout, retenez-le que c'est lui qui vous fait basculer en mode fil de fer. Alors vous l'avez là avec le Z, mais vous les avez aussi ici. Ils sont là, wireframe, solide, texture, matériel et rendu. Et ça c'est tout avec le Alt Z, solide, texture et rendu, les trois là que raccourcis c'est les plus utilisés on va dire. D'accord, cela pour la vision. Surtout le Z. Et surtout le Z, retenez-le parce que vous allez voir faire des CTRL Z pour annuler les opérations. Et un jour vous allez oublier de faire le contrôle. Et oui, parce que pour annuler une opération, je prends ça, je fais CTRL Z, tac, ça m'annule mon opération. Si je veux rétablir l'opération que j'ai fait, je fais CTRL Maj Z. Ça fait le redo. Hein, c'est le redo, vous l'avez. Une de redo, je l'ai vu par ici tout à l'heure. Dans History au-dessus de Loop Tool. Ouais, alors merci. History, voilà. Impeccable. Le undo là, c'est le CTRL Z. Le redo, bah tiens, on les a les raccourcis. Voilà, CTRL Z, c'est écrit. Hein. Donc ça, c'est ça qui est bien avec les tooltips. Il vous les rappelle les trucs. Le redo, CTRL Shift Z. Donc, avec le Shift, ça annule le undo. Et l'historique, c'est là. C'est l'historique de tout ce qu'on a fait. On peut remonter ici à Translate directement à un truc plus loin. Toggle Edit Mode. Ouais, je suis passé de Edit Mode en. C'est voilà. Et si je veux revenir là où j'étais, je peux revenir directement ici. D'accord, donc on peut bien avancer, bien reculer, et c'est pas mal foutu leur truc. N'oubliez pas qu'on a par défaut, on retrouve tout ici. Hein, les translations, on l'a ici aussi, c'est-à-dire je sélectionne quelque chose, je clique sur Translate, ça me permet de bouger mon truc. Alors maintenant on va passer, alors on a vu les fenêtres, etc. qui est arrivé 10 minutes. Je vais vous faire chauffer un petit peu plus la tête, mais juste pour vous le dire, parce que vous allez vous en servir. En mode Edit, en mode objet, encore, toujours en mode objet. On a une, alors je vais mettre en vue de face et en ortho, je suis. On a vu qu'on pouvait déplacer comme ça. Alors avec les flèches, on s'en sert, c'est pratique, mais il y a aussi des raccourcis, donc évidemment, et c'est très pratique les raccourcis. C'est en fait compte, et puis il y a autre chose avant les raccourcis, c'est que dès qu'on enclenche une action, que ça soit une translation ou une rotation en allant cliquer ici en bas et puis en faisant tourner mon truc en mode libre, etc. Dès qu'on enclenche une opération, en bas ici, on a des paramètres supplémentaires. Ici, qui correspondent à... Alors il y a pas mal de petits paramètres supplémentaires, mais on les a. Alors vous en préoccupez pas trop pour l'instant, mais on a les paramètres, par exemple là j'ai fait une rotation, mais j'aurais pu dire de faire une je vais le faire avec la translation, tiens. Je vais faire un CTRL Z, et je vais revenir sur la translation ici, voilà. Et donc là j'ai rien. Et ici, voilà. Je prends ça, je bouge un peu, tac, ça me met le menu de translation, de mouvement. Et là je vois que j'ai le vecteur, je peux bouger après avoir enclenché le mouvement, je peux corriger le tir en mettant des valeurs directement ici, hein, en X, Y, Z, je peux les bouger bon là on voit pas parce que je suis en face, et là en Z, on voit pas non plus, parce que pourquoi on voit pas en Z? Oh, qu'est-ce qu'il me fait? Alors là il était bloqué, là, il a un petit peu bugué le truc là. Et là, ouais, ça c'est normal qu'on voit pas puisqu'il recule dans le même axe.
Donc on peut bouger après ici directement les valeurs. Vous tapez une valeur ici, je mets 4, et il va monter de 4. 4 unités qui correspondent à un carreau. Et je peux contraindre les axes ici. C'est-à-dire que là on voit que comme j'ai bougé en Z, en le bougeant à la main, j'ai le Z qui est verrouillé. Mais je peux le bouger en Y tant qu'à faire, parce que en X tant qu'à faire, puisque je ne vais pas le voir en Y. Je vais me caler comme ça. En X, et là quand je bouge, j'ai que l'axe des X qui va bouger. Si je veux bouger l'Y, il ne bouge pas puisque j'ai pas coché l'Y. Si je veux bouger en Y et en X, je coche les deux. Et là, je bouge en X et en Y, ça bouge aussi en X et en Y dans les deux dimensions. Là, je peux contraindre, empêcher certains axes de bouger. Et après les orientations, tout ça, je vous en parlerai plus tard. Bon, maintenant je vous ai montré ça, c'était juste pour vous faire souligner, en fait compte, que chaque fois qu'on a fait une opération, il y a ici au minimum l'opération qui est en cours, et souvent il y a des paramètres supplémentaires que l'on peut aller toucher. Alors au début vous n'y ferez pas attention, et après peut-être que vous verrez qu'il y a des trucs sympathiques au niveau des déplacements, etc. Dont le smooth et compagnie. Donc là je reviens à mon mouton, c'était pour vous, ça c'était le premier point, et le deuxième point, c'est qu'évidemment on a, et ça sera le dernier truc sur lequel je vais appuyer, d'accord, c'est que je vous ai largué là, hein. Bon c'est pas grave, vous regarderez la fin de la vidéo, et on en reparlera de toute façon juste après, je vais boucler la vidéo là-dessus. Le dernier truc sur lequel j'ai parlé, c'est les raccourcis clavier pour ces trois mouvements, qui sont la translation, la rotation et le scale. C'est pas compliqué. Le déplacement, c'est le grab, donc on fait un grab, ils auraient pu dire un T, mais non, c'est grab, c'est le G. Donc G, j'appuie sur G un coup, et dès que j'appuie sur G, mon mouvement il est libre en déplacement. Je peux verrouiller, alors une fois qu'il est libre en déplacement, là il lâche pas le truc, si je veux je le déplace et je veux qu'il soit là, je clique, et hop, ça verrouille la position. Donc si je rappuie sur G, hop, il repart, il est en mode libre. Là je peux recliquer et ça va verrouiller. Et si je veux pas le déplacer finalement, je dis ah non, c'est pas ça que je veux faire, je fais un clic droit, et ça relâche le G sans déplacer mon truc. G, il est là, il est attaché, clic droit, j'annule l'opération. D'accord. Ou G, je suis là, où je peux faire échappe aussi pour annuler l'opération. Comme le clic droit. Donc si vous voulez rester au clavier, que vous avez votre clic droit qui est occupé par autre chose. Donc alors le G, une fois qu'il est enclenché mon G, je peux lui dire verrouille-moi le mouvement sur les Z, ou sur les X, ou sur les Y. Donc je vais faire un clic droit, je vais me caler comme ça en mode libre, je fais G, et là je vois que je suis en mode libre, mais je sais pas où je vais vraiment là, tu vois. Donc je vais faire Z, j'appuie une fois sur Z, et du coup ça me verrouille la montée et la descente sur Z. Et si je me dis ah non c'est pas Z que je veux faire, j'appuie sur X là. Hop, et ben quand c'est un thème, il bascule sur X. Et si je veux être sur Y, et ben évidemment il fait ça. Et si je veux me mettre sur le plan, être sur le plan X et sur les deux plans, par exemple X et Y, et ben je fais, alors c'est X, Y, c'est donc tous les plans sauf le Z. Donc c'est Maj Z, c'est là. Tu fais Shift Z, et là on a le X et le Y. Et là quand je me déplace, il reste que sur le plan XY, il descend pas. Je peux le mettre partout sur le plan XY, je sais qu'il descendra pas. Même si là j'ai l'impression qu'il est plus bas, non, il n'est pas plus bas, il est sur le plan XY. Donc je le verrouille là par exemple, et je vois que je suis resté sur la même hauteur en fin de compte. Si je fais Maj Z, oups, là je me suis trompé, Maj Z c'est pas ça, il faut faire G d'abord, et Maj Z, et là il reste sur le plan, et là il n'est pas plus bas, hein. Ça donne l'impression qu'il est plus bas, mais non. Donc voilà. Alors G, d'abord G pour le mouvement, après tu donnes l'axe. Voilà. Après il y a d'autres subtilités, mais ça sera en mode edit, où on pourra taper deux fois l'axe pour avoir changer, pour passer en mode global, etc. Mais on en parlera ça plus tard. Alors ça c'est pour le déplacement. Donc je vais ramener mon objet au point 0 rapidement. Là je le déplace. Pour ramener mon objet au point 0, donc l'origine de mon objet. Alors l'origine de mon objet c'est le petit point jaune là qui est là. Vous voyez, ça c'est l'origine de mon objet. Et ça tourne autour de ce le petit point. Il considère que c'est le centre, que c'est l'origine de l'objet. Donc c'est important de le noter, il est là, on peut le déplacer et on peut le mettre ailleurs, du coup les rotations se feront différemment.
Alors, je vais ramener d'abord mon objet au centre. Il y a une fonction rapide pour faire ça, c'est Alt G. G pour déplacer. Alt G, c'est comme si on annulait le déplacement. Ça a pour effet d'annuler tous les déplacements qu'on a fait. Alt G, mon objet il est ramené au point 0, direct. Et si je veux zoomer rapidement sur mon objet, soit je prends la roulette de la souris, soit j'appuie carrément sur le point du pavé numérique. Ça zoome directement sur l'objet qui est sélectionné. Je sélectionne cet objet-là, je fais un point, ça va zoomer dessus. D'accord? Donc là, je fais point et je vais zoomer dessus. Donc ça me permet, alors le Alt G, c'est super bien, notez-le. Ça permet de ramener tout au centre quand vous avez fait plein de trucs. Et le point du pavé numérique vous permet de zoomer sur l'objet directement. Ça marche en mode edit aussi. Donc on a vu le déplacement. La rotation. La rotation, c'est plus simple, c'est R. On appuie sur R, alors même principe. Ça tourne et vous voyez, ça tourne autour de l'origine de l'objet. On voit bien, là pour le coup, on voit bien que ça tourne autour de l'origine de l'objet. Là, je tourne un peu dans n'importe quelle direction. Si je veux verrouiller sur un axe, ben, j'appuie sur l'axe sur lequel je veux verrouiller. X, ça tourne que sur les X, c'est quand même bien pratique. Y, ça tourne sur l'axe des Y. Et Z, pareil, que sur l'axe des Z. Mais toujours autour de mon axe ici. Hein, parce que mon point de pivot, c'est l'origine dans ce cas-là. On peut le changer, le point de pivot aussi, on en parlera plus tard. Ça, c'est pour la rotation, donc c'est R. G, R, et il me reste quoi? Le scale. Ben, le scale, c'est pas compliqué, c'est le S. Ils ont bien fait les choses. Le S, pareil, ça agrandit dans toutes les dimensions. S sur les X, on n'agrandit que sur les X. Et X sur les Z, par exemple, c'est bon. Sur les Y, pareil. Et si je veux agrandir en Z et en X, ben je fais Shift Y. Ça fait tous les axes sauf le Y. Shift Y, ça va faire ZX. Vous voyez, j'ai agrandi en Z et en X, mais pas en Y, parce que j'ai fait Shift Y. Ok. Clic droit pour annuler l'opération en cours. Ou échappe. Ça, c'est pas mal aussi. Quand vous avez un truc, vous voulez annuler, clic droit toujours. Ou alors, au début, vous allez peut-être faire un clic gauche, puis vous allez faire un CTRL Z. Et vous faites un clic droit, ça relâche sans modifier. Hein, donc ça, c'est bien. Et il y avait juste une petite chose en plus que je voulais vous parler. C'était quoi? Je sais plus, on verra ça la prochaine fois. Hein. Si moi je sature, je suppose que vous devez être complètement affamé d'informations. Alors, est-ce qu'il y a une petite question? Déjà, on a bien déplacé. Hein. On a vu comment dupliquer, comment créer quelque chose, comment tourner, déplacer, etc. Donc avec ça, vous pouvez vous amuser à rajouter des sphères, à rajouter des cylindres, etc. Et à essayer de faire un montage comme vous pouvez avec des cubes aplatis, juste en restant en mode objet. Hein, vous faites une table, par exemple, vous prenez un cube, vous l'aplatissez, puisque vous pouvez faire le S, vous l'aplatissez, vous l'élargissez, vous prenez un autre cube, vous importez un autre cube et vous le déplacez pour faire des pieds, etc., etc. Vous pouvez faire ça assez facilement, histoire de vous entraîner à manipuler surtout et à tourner. Mais je pense que déjà, là c'est bon. Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours une petite chose en plus à voir, mais on verra le prochain coup pour la suite. Hein, de toute façon, après ça va se passer en mode edit pour la suite. Ça, on retrouvera des choses en commun. Voilà. Ben, merci d'être venu à cette première série à cette énième série première de cours d'apprentissage de Blabla et Blender. Et j'espère que ça va rentrer. Accrochez-vous, au début c'est super, c'est un petit peu impressionnant, etc. Mais au bout de quelques cours, vous allez voir, ça va commencer à aller mieux, on va s'éclater. On va y aller. Ok. Ça marche. Moi j'ai une question. Ouais. Là, je sais pas si tu vois mon écran là. Regarde. Alors, j'ai mis exprès comme ça. c'est lequel ton écran? C'est Fred, moi. D'accord. C'est celui, le premier là. Alors Fred, je vois. En noir si tu veux. Ouais, mais je vois pas ton écran. Un peu, toi j'ai partagé. Bon. Moi je me vois, c'est bon ça. Oui, moi aussi je le vois. Voilà. Par exemple, est-ce qu'il y a une touche rapide pour tout remettre au centre comme ça, où on est toujours obligé d'appuyer Alt et majuscule? Tu vois, je veux dire tout. Là, si Oui, je veux remettre tout au centre, Shift C. Shift C. majuscule. Majuscule D'accord. C. Ça te ramène ta Ok. vue centrée. D'accord, ok, dans la fenêtre. Voilà, Ok. dans ta fenêtre. Si tu es complètement décalé comme ça, par exemple, là, tu es là, Ouais. imaginons que tu fais ça, Regardez, tu fais Maj d'accord, C, ok. ça te recentre tout. Et après, je remets, voilà, ok. Après, Après, je retourne. Voilà. Voilà, ok. Tu sélectionnes D'accord. tu as le point du pavé numérique ici qui te permet de zoomer sur l'objet sélectionné. Tu vois, là, je suis sur la lampe.
Je vais revenir, je fais Shift C, ça me remet mon curseur au centre et ça me remet la vue en global, quoi. D'accord. Ça permet d'être pas mal, ça. C'est bon. Voilà. Après, tu as la touche, le divisé du pavé numérique, permet de centrer la vue sur l'objet sélectionné et de faire disparaître les autres. Tu n'es plus embêté avec le reste. Si tu as plein d'objets qui se mélangent devant, tu sélectionnes juste celui qui t'intéresse et tu fais pavé numérique pour faire apparaître les autres. Toi, ça donne le focus sur un seul objet. En fait. Donc, et Shift C te recentre tout aussi. Ok, merci. C'est bon. Autre chose alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de manipuler, de prendre un cahier, pas des feuilles. Un cahier, vous prenez un cahier, ou vous faites un cahier, un fichier sur ordinateur, et vous posez vos questions dans le fichier quand vous travaillez. Vous dites, ah, comment on fait ça? Vous posez la question. Si vous trouvez la réponse, vous notez la réponse dans le même cahier ou dans la feuille, et sinon vous me posez la question, et puis j'y réponds aux autres membres du groupe, vous posez des questions, vous essayez de vous trouver entre vous, quoi. Et dans le groupe, vous posez des questions, quoi. Carrément aussi sur Class Blender directement. Ou dans France Blender, comme ça vous aurez des gens encore mieux. Alors vous la posez d'abord dans Class Blender. Non, posez directement dans France Blender, c'est mieux. Comme ça au moins vous allez avoir ça fera bouger un peu les questions-réponses et il y aura plein de gens qui sont contents de vous aider à la limite là-dessus. Voilà, bon, on ira plus loin le prochain coup. Merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt. Merci, bonne soirée, à bientôt.